Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Alors aujourd'hui, on a le retour de l'émission phare À vous la parole. Vous savez, À vous la parole a l'habitude de recevoir, n'est-ce pas, ces personnalités et ces acteurs de la société, n'est-ce pas, qui font bouger un peu l'opinion, notamment du côté intellectuel, entrepreneurial et même quelque part dans le leadership. Aujourd'hui, nous allons recevoir un des invités et pas des moindres. Comme on le sait tous, il a l'habitude d'être ici chez nous à Info Télévision car son avis compte, car justement, il commet des ouvrages où il veut justement exposer notamment son analyse, sa pertinence et puis notamment la gouvernance du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons accueillir justement cet éminent professeur et qui nous vient, n'est-ce pas, du Cameroun et puis qui nous vient de Yabassi dans le littoral du Cameroun et puis il nous parlera notamment de son parcours et entre autres de son dernier ouvrage qui est justement consacré aux 40 ans du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Sans plus tarder, nous allons prendre la première phase. Nous sommes de retour à vous la parole. Oui, aujourd'hui, on donne la parole à cet éminent professeur. Il est bien connu des médias pour son franc-parler et puis son côté incisif et puis sans retenue aussi qui a su satisfaire, n'est-ce pas, notre auditoire et de nombreux téléspectateurs. Cet homme n'est autre que Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. Bonsoir, monsieur Messanga Nyamdi. Bonsoir, On madame. dira professeur. Merci, professeur, ou monsieur Messanga Nyamdi ou Messanga Nyamdi. En réalité, c'est pareil, parce que, vous savez, je ne suis pas un homme tourné vers les honneurs, l'appellation à des titres. Dieu seul sait, j'en ai. D'autres m'appellent Majesté, d'autres m'appellent professeur, d'autres m'appellent monsieur Messanga. Alors, vraiment, je crois que ma foi m'impose beaucoup d'humilité. Alors, L'humilité, c'est ce qui caractérise notre invité qui est venu nous présenter son dernier ouvrage. On sait quand même qu'il a l'habitude d'écrire de commettre de nombreux ouvrages, autant scientifiques que aussi quelque part aussi plein d'analyses, notamment concernant la gouvernance de ce pays. Mais avant de parler de ça, alors professeur Charlemagne Messanga, vous savez quand même que nous sommes à la semaine de la femme. On parle de la Journée internationale des droits des femmes. Alors, vous parlez du genre dans votre ouvrage. oui. Et puis, on se rappelle qu'il y a quelques jours, déjà, il y a la sortie de la doyenne de l'Assemblée nationale qui a parlé du Cameroun d'une manière un peu, quelque part, oui. peu progressiste. Alors, quel était votre avis, notamment, face à cette sortie Alors, on parle du genre aussi. Hein. Je vais vous remercier d'abord parce que lorsque vous allez, c'est un ouvrage de 682 pages qui fait le bilan de la gouvernance sur Paul Biya. Vous savez, le président Paul Biya a séduit beaucoup de Camerounais. Mais vous avez d'une part ceux qui sont restés séduits et ont vraiment pris quelque peu des distances politiques ou sociales à l'égard de l'homme Paul Biya dès son arrivée au pouvoir en 82. Mais vous avez ceux qui ont été séduits et sont allés vers lui en posant des actes forts. Ce fut mon cas lorsque j'avais 20 ans, lorsque je me suis engagé au RDPC à Paris. À 23 ans, j'avais déjà de grosses responsabilités parce que je devenais le patron du parti à Paris Sud. Et puis, parlant des femmes, j'ai été trop influencé dans ma vie politique par les femmes. D'abord ma maman. J'ai une maman qui a été députée, qui a été présidente de section, qui a été au comité central et qui m'a donné une éducation de mère. Donc vous voyez, parlant de la semaine de la femme, d'ailleurs si vous allez dans cet ouvrage, dans les pages, je crois, 427 et autres, et surtout le 4e chapitre, vous allez voir que je rends hommage aux femmes. Le plus grand hommage, je crois, jamais présenté à l'égard des femmes au Cameroun, sous le renouveau, est celui que je ressors. Quelques exemples. Je montre qu'avant l'arrivée du président Paul Biya, que je qualifie de maître politique, on n'avait jamais eu une femme directeur général des entreprises. D'accord. Et je vais continuer, vous me permettez. Tout à fait. Vous êtes là pour parler. Puisque nous devons faire rendre hommage aux femmes. C'est leur semaine. Que les femmes lisent cet ouvrage. Elles vont découvrir qu'une femme n'avait jamais été directeur général des entreprises. Et aujourd'hui, vous avez les femmes chefs d'entreprise, les Madame Yawa Issatou, Marie-Claire Nana, et bien d'autres, je ne peux pas les citer toutes ici,
mais j'ai fait constater dans cet ouvrage, où je parle aussi des pages d'or du renouveau. Tout à fait. Et je montre surtout que les pages d'or du renouveau ont été élaborées par des femmes. Vous n'avez eu très peu de femmes impliquées dans les scandales, l'opération Épervier, les entreprises que les femmes camerounaises tiennent, Cameroun Tribune, la SNI, il y a bien Madame Minja et bien d'autres entreprises. Toutes ces entreprises, et je pense aussi à cette grande dame qui dirige une société pétrolière du Cameroun, la SCDP. Alors vraiment, dans mon diagnostic, vous l'avez dit, surtout vous avez rappelé que je n'ai pas la langue parfois dans la poche, je donne sous le renouveau aux femmes 18 sur 20. Parce que partout où elles sont passées, elles ont bien tenu leur ministère, elles sont allées très loin. Hormis, c'est vrai, on a eu à un moment donné ce problème qui a opposé une femme, je pense ici à Madame Haman, Adama. Mais vous allez voir que, en gros, à 90%, et j'ai fouillé, j'ai cherché, je n'ai pas vu ces grandes dames mêlées à un scandale. Aussi, je fais remarquer que si le président a élevé certaines femmes au rang de directeur général et de ministre, avant l'arrivée du président Paul Biya, nous n'avions que 2 femmes ministres. Il y avait Madame Delphine Changa, qui était la seule femme ministre de la Santé et des Affaires sociales, et puis ministre des Affaires sociales. Et puis il y avait Madame Dorothy Ndioma, qui était vice-ministre de l'Éducation. Mais regardez les ministères que les femmes tiennent aujourd'hui. Vous avez par exemple Madame Kecha Cortez, qui tient un grand ministère, et avec un bras de fer, et on voit bien comment elle manage dans ce ministère, le ministère de la ville, qu'on appelle aujourd'hui le ministère du développement urbain. Vous avez également celle qui tient le ministère des postes et télécommunications. Vous voyez, vous avez une autre qui tient la condition féminine. Vous avez, elles sont partout. Je pense quand même que Libon Liken, au télécom, vous avez également Madame Obama qui tient le sacré avec les médecins. Franchement, si quelque peu j'ai éprouvé des regrets sur la gestion menée par des hommes, j'ai montré plutôt que si le Cameroun, à un moment donné, a un tout petit peu failli, parce qu'il y a des points d'ombre, la corruption, l'échec de la gestion des entreprises, je continue à penser que si on avait davantage fait confiance aux femmes, au regard du talent que moi j'observe en tant qu'homme politique, vous avez, une femme n'a jamais été au Cameroun ministre des Finances, une femme n'a jamais été ministre de la Défense, une femme n'a jamais été ministre, premier ministre. Vous faites un plaidoyer en plein direct. Oui, et je voulais aussi, pour cette belle toffe que je fais à vous les femmes, regardez comment vous aimez d'abord, je les adore. Vous savez qu'il y a des hommes aujourd'hui qui n'aiment même plus beaucoup les femmes, ou qui pensent qu'ils peuvent faire autre chose en disant, enfin, moi je crois que sans les femmes on ne peut pas avoir la vie. D'accord. Et sur ce plan, pour terminer, et pour terminer sur le plan politique, avec votre permission, les femmes, aucune femme n'était membre du comité central d'un parti, l'UNC, ne serait-ce que l'UNC. Aujourd'hui, on a les femmes membres du bureau politique, Zangelé et autres. On a des femmes membres du comité central. On a les femmes présidents des sections. Donc tout ça se trouve dans mon ouvrage. Et je continue à croire, et j'en suis convaincu, je vous le dis la main sur le cœur, que si le renouveau avait davantage eu à faire confiance aux femmes, comme je le vois au Gabon ou ailleurs, je suis convaincu que cela nous aurait évité beaucoup de problèmes. Le renouveau, on parle de l'homme du renouveau avec cet ouvrage intitulé Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier. 40 ans d'architecture de compromis communautaire complexe à la tête de l'État du Cameroun entre 1982 et 2022. C'est une préface mémoriale du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux membres du gouvernement. Alors, Monsieur Mesanga, professeur Charlemagne Mesanga Nyamdjing, vous êtes là aujourd'hui pour spécialement parler de votre ouvrage. Justement, cet ouvrage qui a pratiquement 700 pages. Il faut avouer que cet ouvrage n'est pas quand même un ouvrage qu'on a l'habitude d'avoir. On sait qu'on le retrouve aux éditions Citizenship Academic Publishing London, qui a été publié en octobre 2022. C'est exactement ça. Voilà, effectivement. Et on peut le retrouver. Il y a une exclusivité pour l'instant réservée à la librairie Peuple Noir, parce qu'il a été ici à Yaoundé. Peuple Noir, juste à la montée SNI. Ok, d'accord. Et l'éditeur est londonien. C'est un galop de réflexion politique. Et je voudrais aussi surtout dire aux uns et aux autres que si j'ai écrit cet ouvrage,
ce n'est pas pour rechercher un honneur, mais c'est pour rendre honneur à un homme qui, 40 ans après, il n'a eu pratiquement aucun collaborateur. Nous qui jurons et qui chantons Paul Biya matin, midi, soir, Oui. personne n'a écrit un ouvrage à l'effet d'évaluer 40 ans de bilan. Alors je me suis dit, écoutez, est-ce que nous pouvons seulement agir et passer à l'action, comme le disait Jacques Attali, hein, c'est-à-dire que l'action politique, elle appartient aux hommes, l'idéologie appartient à les partis politiques. Et je me suis dit, le président a une grosse machine politique où on chante tous les jours Paul Biya Oye. Le président a des collaborateurs qui ont occupé toutes les fonctions dans la haute administration. Il eût été honnête et correct en toute humilité. Et pourquoi de faire vous un et pas bilan d'autres 40 ans universitaires, après. par exemple, qui livrent ce bilan de 40 ans de règne du chef de l'État? Oui, c'est pas un instinct d'homme politique, c'est un instinct d'universitaire. Chacun a son chemin. Vous savez, j'ai encore en image cette phrase de François Mitterrand. Souvenez-vous, lorsque je me souviens, Michel Rocard, à un moment donné, arrivait le 10 mai 1981. Tout à fait. Je me souviens encore le président Mitterrand s'adressant à Rocard, qui était son rival, le 10 mai 1981, quand il accède aux affaires. J'ai encore ce mot, mon cher Michel, chacun son tour, chacun sa chance, chacun son destin. Je crois que si sous le renouveau, le président Paul Biya a eu, et je le dis toujours, je ne le cache à personne, je suis un fidèle valet du président Paul Biya. D'accord. Et vous savez qu'à un moment donné, ça m'amusait parce que quand j'entrais dans les amphis, il y avait des railleries. Quand je disais, on me disait, mais quel est cet intellectuel qui parle du biaïsme? Quel est cet intellectuel qui lèche les bottes? Et j'ai dit un jour au comité central, dans un entretien avec monsieur le secrétaire général, je me souviens encore, Jean Coeté. Oui. Vous savez, monsieur le secrétaire général, ce qui nous a manqué, et c'est tout ce qui a manqué au président de la République, il n'a pas eu suffisamment de griots. Moi, je suis un griot. Vous savez, quand on dit griot... Donc, cette complaisance d'être griot aujourd'hui, Oui, ça vous plaît? Peut-être le regard peut-être Oui, mais parce que du public face à justement peut-être vos égarements quelquefois dans les médias, et aujourd'hui on vous traite de griot et puis vous acceptez déjà de vous-même que vous êtes un griot du président de la République. C'est l'ignorance. Parce que prenez tous les systèmes politiques. Je vous prends le cas récemment... Tout à l'heure, vous avez parlé de Mitterrand qui était socialiste. Qui était socialiste. Voilà. Est-ce que chez les socialistes... La force de François Mitterrand, ouais. Il arrive au pouvoir à 64 ans. Il se représente en 1980, je me souviens, 1988, alors qu'il a 71 ans. Et j'ai encore cette phrase de Mitterrand dans la mutualité. Je remercie ceux qui, à un moment donné, au-delà du griotisme, m'ont apporté leur affection. Ça veut dire quoi? Quand vous faites un peu d'anthropologie politique, vous allez dans nos villages. Moi, je suis de Mère Betty et de Père Sawa. Je vous assure que dans les chefferies, tout marche bien parce que le chef a des griots. Et ce qui a manqué, et ça je l'ai dit à tous les secrétaires généraux successifs du RDPC lors des entretiens que nous avions, le président Paul Biya n'a pas eu suffisamment de griots. Parce qu'un griot, ce n'est pas péjoratif, c'est quelqu'un de fidèle. Quand vous allez dans un lamida, je vous assure que faites tout ce que vous pouvez faire. Dites tout ce que vous pouvez dire, mais ne vous amusez pas avec le griot, parce que le griot, au sens africain du terme, c'est quoi? Le griot, c'est quelqu'un de fidèle, qui chante pour le roi, qui croit au roi et qui ne peut pas lui faire un coup. Ramenez au christianisme, je vais chuter là-dessus. Allons-y, allons-y. Je m'évertue toujours à expliquer que en créant le mouvement national des biaïstes à Paris, qui est une association avec les amis de Paul Biya légale au Cameroun. Écoutez, nous avions pour seul objectif, à l'image des griots, qu'on a appelé chez les chrétiens les disciples. Vous savez que Jésus a eu des disciples. Les disciples ne sont pas intéressés. Alors c'est dans ce sens que j'ai parlé du griotisme politique, au sens des disciples de Jésus, qui avaient renoncé à tout. C'est-à-dire que les gens pensent, un tant soit peu, que si vous n'obtenez pas ci, vous n'avez pas cela. Conséquence. C'est la catastrophe que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Parce que le président n'a pas eu suffisamment de disciples. Il a eu quoi? Et je chute là-dessus. Paul Biya a eu plutôt des créatures, à l'image de Dieu.
Mais Est-ce une que vous créature... indexez quelque part une personnalité quand vous parlez de créature Non, je voudrais dire ici que celui qui a utilisé l'expression créature, c'est un ami, c'est un homme politique qui m'a vu très jeune, le ministre d'État Jacques Famendongo, même si le terme a été beaucoup plus déformé. Parce que moi, je suis aussi cet homme politique qui a une stylistique particulière. Mais quand il dit griot, les gens n'ont pas compris totalement. Le terme griotisme, on sait qu'en Afrique de l'Ouest, les griots, c'est ceux qui comptent c'est des gens fidèles. L'histoire de chaque civilisation. Le griot peut mourir pour le chef. Oui, tout à fait. Vous voyez, parfois, quelqu'un vient vous dire, vous êtes un griot. Je suis professeur quand même dans une université. J'enseigne la science politique, j'enseigne l'anthropologie, j'explique la sémiologie. La sémiotique, c'est l'étude des signes. Voilà. Alors, lorsque le ministre Famendongo, je termine sur ce point là-dessus, il parle des créatures. C'est parce que Famendongo, qui est très subtil, a déjà compris que, à l'image de Dieu, les créatures de Dieu, la première créature de Dieu, c'est qui? C'est Judas. C'est l'ange le plus aimé de Dieu. Et quand vous l'amenez sur César, mais qui a poignardé César dans la Rome antique? C'était qui? C'était son fils. Son fils, Brutus. Donc vous voyez que, quand vous opposez, nous qui sommes les griots du président, et que les chrétiens appellent les disciples. Le biaïsme, ce sont les disciples de Paul Biya. Vous allez voir que les créatures peuvent poignarder le Père. C'est pourquoi vous voyez toute cette bataille de succession avec des détournements, les affaires Covid, Gate, les affaires de la Cannes, les affaires de l'autoroute. Et c'est là où je termine en vous disant, je salue Madame Bédé pour la première fois. À la doyenne de la doyenne qui aujourd'hui a parlé d'une république à scandale. Je l'embrasse, cette maman. Je voudrais lui saisir cette émission pour lui dire spécialement, maman, je vous aime. Et c'est ce discours qui pour moi est un discours de libération, libératoire même, qui permettra aux uns et aux autres de comprendre que le président Paul Biya a autour de lui des gens qui, même lorsque ceux-ci ne parlent pas, ont des choses à dire. Donc vous comprenez que quand on arrive dans ces scandales, au quotidien, vous avez entre autres la mort de Martinez Zogo et tout ce que nous allons peut-être voir aujourd'hui. Mais cet ouvrage donc rend hommage à un homme d'État qui était destiné à être prélat et qui, par le destin, est devenu un homme d'État. Chef de l'État. Voilà. Pourquoi vous soutenez qu'il aurait pu être un parti prélat de l'Église catholique romaine? Pourquoi vous le soutenez? Ben, c'est pas moi, j'ai eu à faire des recherches. Je voudrais vous dire que, vous savez, la malchance du président Paul Biya, c'est qu'il a fait confiance à certains hommes, mais ces hommes n'ont pas pris le temps de le connaître. Parce que quand je dis malchance, c'est pas essayez de développer un peu. Et ils n'ont pas pris le temps. Vous savez, moi, je crains le président de la République. Et au-delà de la crainte, il y a le respect, il y a l'admiration. Vous savez, le président Paul Biya, lorsque vous allez chercher dans sa vie, je parle du petit Paul, qui, fils de catéchiste, vous savez, un catéchiste est une personnalité qui sert l'Église, qui vénère les prêtres. J'ai donc découvert que lorsque le président Paul Biya, qui est un villageois, et au sens positif aussi du terme. Tout à fait. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que certains ont tendance à traiter les autres de villageois. Mais quand vous êtes un bon villageois, vous avez une bonne éducation. Le bon villageois ne vole pas. Le bon villageois ne ment pas. Le bon villageois est droit. Donc le fils du villageois catéchiste qui sert l'Église catholique dans une école publique qu'on appelle Nden. Et je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour saluer les prélats de Nden. Parce que Nden, où le président a été à l'école, moi je me suis encore rendu en Nden. Lors de la célébration des 90 ans du président, je suis allé en Nden. D'ailleurs, les prêtres de Nden m'ont dit qu'au mois de juillet, ils vont célébrer le centenaire de l'existence de cette petite école publique qui est devenue un séminaire. Alors, vous allez voir dans son parcours que à 13 ans, quand il obtient son certificat d'études primaires, Paul Biya, en 43, je crois 43-46, va se rendre
Parce que le père Glévard, qu'il avait adopté, Oui. qui était un prêtre, va être muté au petit séminaire d'Edea. Il va amener avec lui celui qui était destiné à être un prélat. Et quand vous voyez le tempérament du président, observez sa gestuelle. Vous verrez que le président Paul Biya, moi j'ai eu la chance, j'ai été reçu par le pape Jean-Paul II. J'ai été reçu plusieurs fois par Jean-Paul II à Rome. Et ce qui m'a impressionné lorsque j'allais à la place Saint-Pierre, il faut aussi que je vous le dise sincèrement, sans publicité, je suis croyant. Je suis chrétien catholique de l'église catholique romaine, baptisé. Et quand je suis allé visiter la place Saint-Pierre à Rome, ce qui m'a impressionné à l'époque avec mes bons yeux, ce sont ces gestes de prélat que le président Paul Biya a gardés. Et vous allez voir que l'épreuve du pouvoir commence, vous imaginez dans les années 40, Oui. un enfant de 11 ans, 12 ans, Boulou, né dans la forêt Betty, Fan, qui va déjà vivre en pays Bassa, avec les Bassa, les Bakoko, et les Douala, les Malimba à Edea. C'était l'épreuve du pouvoir. Et d'Edea, il se rend à Kono. Et il y a eu donc un phénomène, le père Glévard, qu'il avait adopté, a attrapé une maladie tropicale parce qu'en 1990, je suis allé rendre visite à ce père Glévard. Je suis allé lui rendre visite au monastère des pères retraités de Boulogne. Il avait à l'époque, je crois, 95 ans. Aujourd'hui, malheureusement, il est décédé. Et c'est lui qui m'a dit qu'en effet, le petit Paul, il appelait toujours le petit Paul, que j'ai bien adopté, était destiné à être un prêtre. C'est pourquoi vous voyez, il prend toujours son temps, il cultive toujours le pardon, mais c'est que parfois le président ne sait pas, c'est qu'en face, il a affaire à des diables, c'est-à-dire à des gens méchants, qui ne regardent que leurs intérêts et non l'intérêt de la nation. Alors, il y a déjà beaucoup de réactions, notamment concernant, n'est-ce pas, la présence du professeur Charlemagne Messanga Nyamdi, qui est venu présenter les 40 ans de règne du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Oui. Alors, nous allons commencer à lire quelques messages qui ont déjà commencé à arriver. Bonsoir, professeur. Vous êtes aujourd'hui une vitrine, un leader, un exemple, un espoir pour nous qui aspirons au pays et au bien-être du pays. Continuez le combat. Mais juste depuis quelques jours, vous semblez tenté ou emballé par les mots ou les montées de clans dans notre pays tribaliste. Vous êtes notre idole, ne vous égarez pas, je vous soutiens. Voilà un premier message qui est arrivé. Oui, merci. Je voudrais remercier ce téléspectateur. Vous savez, madame, les gens ont détourné nos visions et ils ont détourné nos intentions. Vous allez voir quand vous lisez cet ouvrage. Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier. Alors je me mets à écrire. J'écris. Alors quand j'arrive, voyez-vous, à la 578e page, je réalise que, j'ai dit indépendantiste, c'est un homme libre. Je le démontre. Vous allez voir dans les pages 40, 48, 50 et autres. Et j'ai défini aussi la notion de manœuvrier. Un manœuvrier, c'est comme un pilote d'avion de Caterpillar qui tient vraiment très bien sa manette pour conduire le navire, l'avion ou la voiture à bon port. Et à la fin, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir démontrer? Je vous assure, c'est dans la conclusion de cet ouvrage que je découvre que il y a un ouvrage qui a été écrit, intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». Effectivement. J'ai bien pris le temps de rencontrer tous les acteurs. Parce qu'il y a un compatriote qui a fait très mal, Evembe, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui a menti et qui a fait croire que c'est lui qui avait écrit cet ouvrage. Oui. Madame, je vous donne une exclusivité ici à Info TV. J'ai eu la chance d'avoir eu plusieurs audiences avec le chef de l'État. N'oubliez pas que j'ai quand même été membre du comité central. Tout à fait, tout à fait. Je suis coordonnateur national du mouvement des biaïstes. J'ai rencontré le président Paul Biya une dizaine de fois. Je l'ai accueilli plusieurs fois à Paris avant mon retour au Cameroun. C'est moi qui conduisais des équipes de Camerounais et de militants à l'aéroport pour l'accueillir. D'abord à Orly, puis à Roissy, puis dans les aéroports privés. Je voudrais même aller plus loin. J'ai été l'acteur principal de la coordination qui a accueilli son épouse lorsqu'on a organisé le Grand Prix du cheval à Vincennes avec Chantal Biya.
Beaucoup de gens ne s'en souviennent pas. Mais c'est moi qui coordonnais cette affaire avec Madame Foning. Bien entendu. Bon, alors, je reviens donc sur les manœuvres. Je découvre que, d'abord, il y a 2 points. Pour le libéralisme communautaire, je me souviens avoir dit, vous savez que moi, chaque fois que j'ai eu la chance de rencontrer le président, Dieu seul sait, sûrement il nous écoute, peut-être on lui dira ce que nous avons dit ici. Je n'ai jamais hésité à poser tout ce qui me vient sincèrement à l'esprit et par affection au président. Alors un jour, je dis au chef de l'État lors d'une audience, écoutez, monsieur le président, mais pour le libéralisme communautaire, comment vous avez été inspiré? Il m'a dit, j'ai été inspiré parce que j'avais autour de moi une vision. Et j'ai confié la matérialisation de cette vision à des hommes. Sorti, permettez-moi de dire, je vous en prie, c'est très important pour vos téléspectateurs. Tout à fait, allez-y. Sorti donc de cette audience, je me suis mis à comprendre comment ça a été fait, au point où je peux dire aujourd'hui à vos téléspectateurs, je leur donne cette exclusivité. Quand le président Poubia organise cette vision de pour le libéralisme communautaire, moi, M. Sanga Nyamding, j'ai retrouvé les 6 Sherpas. Un Sherpa, c'est quelqu'un qui souffle à l'oreille politique du chef de l'État, qui ont matérialisé l'idée du président. Je vous les cite. 2 sont morts, ils étaient 6. Il y a aujourd'hui Kangé Wane, qui est décédé, et il y a aujourd'hui Sengako, qui est décédé, qui était secrétaire politique. 4 accompagnateurs de la matérialisation de la vision d'un livre préparé par le président sont vivants. Quand je dis que EVB n'a pas dit la vérité, je vous donne leur nom. Parce qu'en Europe ou en France, quand vous avez un homme politique qui vient sur un plateau, il dit, voilà les personnes que j'ai rencontrées, mais vous faites l'investigation. Je ne comprends pas parfois nos journalistes. Je vous donne les 4 noms. 2 sont décédés, Kangé Wane et Sengako. Ouais. Les 4 qui sont vivants. D'ailleurs, le directeur scientifique, celui qui a conduit ça, Ebenezer Njomole, il vit encore. Charlie Gabriel Mbok, il vit encore. Tout à fait. Et puis, il y a Hubert Mononjana, il vit encore. Et Augustin Kongchou. Lorsque le président a mené la translation pour la matérialisation de cette vision, ce sont les 6 qui ont accompagné le président à l'effet de matérialiser son idée. D'accord. Vous comprenez? Alors, quand vous avez quelqu'un sur un plateau qui vient vous dire, j'ai écrit, le biaïsme, c'est aussi transmettre à César ce qui est à César. Or, je chute une fois de plus professeur, en vous faisant remarquer quelque chose. Oui. Je vous montre comment les gens sont méchants dans ce régime. Quand vous voyez aujourd'hui, en 2023, personne parmi les 4 qui sont vivants n'occupe un poste fort et visible d'influence. Charlie Gabriel Mbok, non. Joe Mwele, il est au quartier. Mononjana, il est au quartier. Et puis Kongchou Komini est au quartier. Vous voyez, je vous montre quelque part, à travers cet ouvrage, à travers tout ce qui nous écoute, que les idéologues du renouveau sont vivants. Mais ce ne sont pas ces gens, bon Dieu, qui tiennent de la chandelle. Une réaction de Madame Michel Djikoumé, voilà, internationaliste. Vous avez lu pour le libéralisme communautaire une publication du président de la République du Cameroun dans sa politique en 40 années. Quels sont les actes qui ont le plus influencé votre magistère, son magistère? La démocratie. D'accord. La démocratie, Madame Djikoumé. Je pense que je vais aller plus loin. Vous savez, les gens s'engagent. Les jeunes disent qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais les jeunes ne s'engagent pas en politique. Les jeunes pensent que être jeune, c'est faire la politique. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, j'ai commencé la politique à 23 ans. J'étais déjà le patron du parti à Paris. Les Grégoire, on a mon vieux étudiant. J'étais le chauffeur de Charles Ndoumba, les Christian Mienzok, et tous ceux qui sont là peuvent témoigner de cela. Mais je suis surpris qu'aujourd'hui, très peu de jeunes s'engagent en politique. Ils sont dans les sectes, ils sont dans la pédératie, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la Rose-Croix. Mais ce n'est pas ça qui peut prolonger et garantir le Cameroun de demain. Ramenez sur la question de Mme Djikoumé. Quand vous lisez pour le libéralisme communautaire, les 5 piliers du renouveau sont dedans. La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique, et le rayonnement diplomatique. Et des 5, qu'est-ce qui peut en réalité nous apporter satisfaction, Madame Djikoumé?
vraiment pour moi, la rigueur a échoué. Il faut le dire. D'accord. La moralisation a échoué. A échoué. Maintenant, la justice sociale, oui, je donne 12 au suivant. Parce qu'il y a les écoles, il y a des universités, il y a des hôpitaux. Mais par contre, le quatrième pilier, l'ouverture démocratique est là. Oui. Le Cameroun, aujourd'hui, en Afrique, c'est le pays qui compte le plus grand nombre de partis politiques. Mais on a une opposition politique qui est d'une légèreté incroyable, légendaire. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Allez-y, allez-y. Quand vous prenez les élections locales, nos opposants sont tellement faibles et bizarres au point où ils ne se regardent pas en face. Prenez une ville comme Douala. Le RDPC et le parti au pouvoir, sa valeur réelle, c'est 30%. Mais qui gagne les mairies? C'est le parti au pouvoir. Qui est majoritaire? C'est l'opposition. Mais ils sont divisés. D'accord. C'est le cas à Yaoundé. C'est le cas en Konsamba. C'est le cas, je vais même aller plus loin, madame. Oui. Dans la mathématique politique rationnelle que j'opère et que je livre aujourd'hui aux Camerounais, parlant de la gouvernance, au regard de cette question générale de madame Dikoumé. Mais Paul Biya, président de la République, qui est mon maître politique, s'il a réussi à être réélu aux dernières élections, mais c'est grâce au Grand Nord. Mais ce n'est même pas par son parti, puisqu'il a mené un compromis. C'est mon ouvrage. Je montre que pour le libéralisme communautaire, a été à un moment donné dépassé. Pourquoi? Parce que le communautarisme du président était sur la valorisation des différences à partir des équilibres ethniques. Mais l'innovation que j'apporte, la grande innovation dont devraient s'approprier tous ceux qui peuvent analyser le système politique camerounais, c'est de comprendre que le président a opéré à un compromis communautaire complexe. Ouais. C'est ça qui m'a amené à ce sous-titre où je parle 40 ans d'architecture et de compromis communautaire complexe. Ça veut dire quoi? Le communautarisme, c'est pas seulement les aînés. C'est le genre, les femmes. Compromis avec les femmes. Le communautarisme, c'est également la négociation politique. Compromis politique, communautarisme politique. Avec Belobouba Magari, Dakole Dassara, Augustin Frédéric Odon. Le communautarisme complexe, c'est aussi quoi? Ce sont les ethnies. Et un rapprochement avec des anglophones, des francophones. Il est même linguistique aussi. Donc, j'ai donc montré, in fine, que le communautarisme, tel qu'il a été mené par le président Paul Biya, mon maître politique, il faut le dire 40 ans après, ce communautarisme a fondamentalement un lien avec une négociation personnalisée, une relation personnelle entre Paul Biya et le Grand Nord. Par exemple, 47%, il a obtenu sur 71%. Et je démontre quelque part là que s'il n'avait pas mis en place ce communautarisme, je vous assure, charmante dame, parce que vous êtes aussi charmante. Ah, vous savez, je vous assure, le président perdait cette élection. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le Grand Nord, ces trois régions, Nord, Extrême Nord, Adamawa, dernière élection présidentielle pour Biya, 47%. Mais c'est un compromis avec le FNNC de Chiroma. C'est un compromis avec l'UNDP. Je vais vous couper avant de continuer. Donc, c'est ce compromis que j'ai sur la vie politique du chef de l'État. Nous allons prendre ce petit intermède avec le concours de la régie. Alors, nous entrons dans le vif de la place politique, notamment la constitution politique du chef de l'État. La première décennie du renouveau. Voilà, la première décennie. Comme vous l'avez intitulé dans votre ouvrage, alors qu'est-ce qui justifie justement ce conflit à Idjo-Biya? Alors, la première décennie, lorsque je parle de 40 ans, la première décennie du renouveau est intitulée la décennie de la recherche de la consolidation du pouvoir présidentiel. Et vous allez voir que dans les pages qui suivent, j'ai montré que cette décennie reposait sur 4 déterminants. D'accord. Premier déterminant, cette démission qui nous fait encore tous pleurer. Je me rappelle quand le président Ayou démissionne en 82, j'ai 15 ans, je vais à mes 16 ans. C'est un adolescent. Mais j'ai initié une recherche qui m'a amené à me rendre compte que le président Ahidjo était à son premier ballot d'essai. C'est-à-dire, lors du congrès, je me rappelle de la maturité à Douala en 1975. Ces témoignages sont dans l'ouvrage. J'ai eu la chance de rencontrer M. Singakor,
qui fut à l'époque secrétaire général adjoint de la présidence de la République, lorsque le président Paul Biya arrive en 1967-68, occupe la fonction de secrétaire général de la présidence, pour devenir ministre d'État secrétaire général de la présidence en 69, pendant 7 ans, où il devient Premier ministre le 30 juin 1975. Mais je prends bien soin de rappeler que le président Paul Biya a connu 3 patrons quand il arrive de France, après avoir été à la Sorbonne, à Louis le Grand, et après avoir fait ses preuves aussi, parce que quand il arrive en 1962, il est reçu par son premier patron, c'est le président Amadou Ahidjo. Il est chargé des missions. Et il est de 62 à 65, il occupe ses fonctions. Et il a un deuxième patron qui déjà était avec le président Ahidjo avant que le président ne devienne chef de l'État. C'était Kouotobi Christian, qui était secrétaire général de la présidence. Et le troisième patron du président Paul Biya fut le ministre William Eteki Mboumoua. Et alors, le président Ahidjo, dans mes travaux et toutes les recherches que j'ai cumulées, va discrètement faire appel à Kouotobi et lui dit, mais comment vous trouvez ce jeune chargé de mission? Alors voilà, monsieur Kouotobi dit, très bon technocrate, mais il n'a pas d'expérience de terrain. Et parfois, il a même un problème de prise de décision dans la grande administration. Pour le former, monsieur le président, je cite Kouotobi, et vous pouvez le lire dans l'ouvrage de Kouotobi intitulé Fresque de régime Ahidjo, 103 tomes publiés aux éditions Kartala. Et Kouotobi suggère donc au président Amadou Ahidjo de le sortir de la présidence de la République pour qu'il aille voir comment ça se passe dans l'administration. Il va donc être confié à William Eteki Mboumoua. De 65 à 67, où il revient comme directeur du cabinet civil à la présidence, je montre ici que son troisième patron, William Eteki Mboumoua, est ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Alors, une fois arrivé là-bas, il faut donc vous le dire, le conflit Biya, qui est votre question, que je n'occulte pas. Tout à fait, bien sûr. Et en 75, donc, le président Amadou Ahidjo veut déjà démissionner. Vous verrez dans le lien avec ses précédents patrons. Au congrès de la majorité, il dit qu'il veut démissionner. Mais, comme à l'époque, il y avait l'UNC, qui était le principal instrument de mobilisation. Et puis vous aviez autour du président Ahidjo des Tcherpa, c'est-à-dire dans toutes les régions du Cameroun, vous aviez des personnalités que le président Ahidjo consultait, discutait avec, et pour, à l'effet de prendre certaines décisions. Si vous prenez au hasard le Nord, vous avez des gens comme Moussa Yaya, Sarki Fada, vous avez des personnalités comme Ouadjiri, vous avez des personnalités comme Maïkano, et surtout le tout-puissant ministre des Forces armées, Sadou Daoudo. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Quand vous voyez donc la zone du littoral, vous aviez quand même dans le littoral des personnalités comme Sengakwo, des personnalités comme William Eteki Mboumoua. Quand vous allez à l'ouest, vous aviez des gens comme Pondon Chop, vous avez des gens comme Jean Kecha, vous avez des personnalités comme Enoch Kwayek. À l'est, vous aviez des gens comme les Sabaleko Félix. Je crois qu'au sud, le Grand Sud, vous aviez des gens comme Simon Nkoetungu, Enamba, Ngoto. Donc, sur tout notre escartel, ces gens étaient sérieux. Dans le grand centre sud, vous avez des gens comme les André Tchungi. À l'est, vous avez les Charles Ndumba. Aujourd'hui, pour la plupart, même si quelques-uns existent encore, vous n'avez que des menteurs. Vous avez que des gens qui volent. Vous n'avez que des gens qui, pour la plupart, sont des gens à scandale. Vous avez des gens qui sont d'abord là. Et je montre donc que le conflit entre le président Biya Ahidjo, c'est qu'il y a donc un grand Sherpa, le ministre Haïssim Vodo décédé, qui, lorsque le président Ahidjo, au congrès de la maturité, veut démissionner. Alors, Haïssim Vodo, j'ai eu la chance, je le dis dans mon ouvrage, les enfants de Madame Tchanga Delphine sont témoins. Ces 5 dernières années, j'allais chez Madame Tchanga Delphine faire mes interviews. Je transmets et je transcris ce qu'elle a eu à me dire ici. Et Tchanga me dit, comme Ahidjo était proche de nous, le président de la République de l'époque, et de moi, il me dit, il va démissionner. Alors Madame Tchanga me dit, elle est venue lui dire que tu ne démissionneras pas. Tu vas rester attaché là comme une chèvre. Je sais Madame Tchanga. Bon, alors, suivez bien. Et ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est que le président Ahidjo, finalement, retrouve les membres du comité central du bureau politique. Il va donc leur dire ceci, je suis saturé
Et je pense qu'il faut passer la main parce que la fonction de président de la République m'occupe énormément. Et je vous assure, madame, ce sont les membres du comité central et du bureau politique qui proposent en mai 1975 au président Amadou Ahidjo de créer la fonction de Premier ministre, à l'effet d'avoir une personnalité qui va désormais coordonner l'action gouvernementale à l'effet de le stimuler dans son travail. Et le 30 juin 1975, il faut quand même faire une synthèse, il crée dans le poste de Premier ministre et porte son choix sur Paul Biya. Malheureusement, quand il porte dans son choix, contrairement à ce qu'il avait dit lors de sa démission, lui-même Amadou Ahidjo, je vous cite Senghar, je vous cite Kouatoumi, je vous cite Eteki, et toutes ces personnalités que j'ai eu la chance de rencontrer, les Simon Koitungu, qui a été le dernier ambassadeur, l'un des ambassadeurs du Cameroun à Paris. Et il y a encore les Ngba Samuel qui sont là. Ils m'ont dit, écoutez mon fils, il a dit Tchungi, j'ai échangé avec toutes ces personnes. Ils disent que malheureusement, le président Ahidjo était tellement autoritariste au point où il s'était lui-même engagé à dire aux Camerounais et aux membres du comité central et du bureau politique que nommer un premier ministre ne signifie pas avoir trouvé un successeur. Lors de la révision constitutionnelle de 1979, le président Amadou Ahidjo a fait du premier ministre, ça il faut le rappeler à ceux qui nous écoutent, le successeur constitutionnel. Et Senghar nous dit, là encore, il n'a pas consulté le bureau politique ou le comité central. C'est pourquoi le conflit survient, parce que Ahidjo, président de la République, est isolé de part et d'autre. Il est isolé par ceux qui l'ont porté au pouvoir et l'ont soutenu pendant près de 20 ans. Il ne les a pas consultés. Tous étaient mécontents. D'ailleurs, j'ai même eu à m'amuser en discutant avec Mme Tchakatefi. Elle me dit qu'à un moment donné, lorsqu'il voulait nous avoir, nous avons débranché nos téléphones. Alors je lui dis, mais Madame la ministre, pourquoi? Parce que 3 semaines après la démission du président Amadou Ahidjo, il y avait le prix d'Ankh Amajor. Alors, c'est un prix qui avait été mis en place par l'ONU, où le président de la République des missionnaires recevait une récompense. Alors, le protocole commet l'erreur de faire d'abord venir le président Biya dans le programme, puis le président Ahidjo, président de la République, après. Tout à fait. Premier choc, Biya Ahidjo, 5 mars 1983. Le président lui oppose un refus. Il lui dit, je suis président de la République. Et lorsque le président a voulu se plaindre, les autres lui ont dit, tu as laissé le pouvoir. Il n'est plus question que tu nous amènes, nous tous, à nous faire tuer. Je vous cite Maïkano, je vous cite également Sadou Daoudo. Deuxième choc. Je vous donne une date très exacte, madame. Les historiens peuvent le vérifier et beaucoup d'autres personnes qui nous suivent peuvent le vérifier. Le 5 mars, parce que 2 semaines après sa démission, le président Ahidjo entreprend de faire une tournée à l'effet de mobiliser l'UNC et les Camerounais, souhaitant que ceux-ci soutiennent le président Paul Biya. Mais le président Paul Biya n'a pas vu ça d'un bon oeil. Au mois de mars, il entame aussi une tournée avec une première descente à Bamenda, alléguant que c'est un retour qui était préparé. Or, permettez-moi de vous donner une information qui se trouve dans ce livre. C'est la parole, vous avez la parole, professeur, hein, on vous écoute. Alors, je vous donne bien les dates. Le président Paul Biya entreprend sa tournée dans les 7 provinces au mois de mars. Il termine sa tournée, je vous donne une date très exacte, le 7 mars, dans l'ex-province du centre-sud, qui est devenue région du sud et région du centre, à Yaoundé. Après avoir déjà été Mfondemfon, après avoir été au Mbanya, après le président Biya avait même été au nord à Garoua. Premier choc. Donc deuxième choc. Deuxième. Madame, alors que M. Senghar, je cite Senghar dans cet ouvrage, D'accord. se trouve en audience avec M. Ahidjo, le président Paul Biya aurait passé un coup de fil le 8. Le 8, parce qu'il avait terminé sa tournée, parce que le 11, le président Ahidjo convoquait une réunion du comité central. Je vous explique le premier conflit. Et lorsqu'il raccroche son téléphone,
Ahidjo a ses propos vis-à-vis de Senghor, je cite Senghor, très bien, Biya sera là. Or, il s'avère que si le président Paul Biya se rendait à cette réunion du lac, on l'aurait tout simplement assassiné. Suivez-moi bien, madame. C'est une phase très importante de notre histoire, parlant de la première décennie et du conflit Biya-Ahidjo. Tout à fait. Le président Paul Biya, le 11 au matin, il fera état au président Ahidjo qui ne peut pas venir à cette réunion. Je vous donne une autre date. Le 18 juin, il fait un gouvernement. Parce qu'il avait été informé par le président Senghor d'une volonté manifeste du président Amadou Ahidjo de privilégier la suprématie de l'État sur le parti. Le 18 juin, il balaie tous les Ahidjoïstes. Et quand il les balaie, le 20 juin, le président Mitterrand arrive au Cameroun. Le président Ahidjo qui est parti à Garoua. Je voudrais même vous rappeler que le président et le protocole n'a pas souhaité qu'il aille à Garoua avec le Pélican. Tellement il y avait une colère qui s'était installée entre les deux grandes personnalités qui ont dirigé le Cameroun. Mais le 22, je vous dis bien le 22 juin 1983, il se rend quand même avec le président Mitterrand à Garoua. Et c'est là, pour la première fois, que M. Mitterrand, en médiateur, négocie pour que le petit avion présidentiel, le Pélican, ramène Ahidjo à Grasse. Jusqu'à ce jour, il ne va pas revenir. Mais malheureusement, il y a une colère tellement folle qui s'installe entre les deux hommes au point où tous ceux qui croyaient à un moment donné au président Ahidjo n'ont pas supporté. Je vous donne des chiffres. Allez-y, pour vous montrer l'instabilité gouvernementale. Il y a beaucoup de réactions déjà. Oui, on va aller avec eux. D'accord. Je termine dans 30 secondes, à peu près une minute. Oui. Et dans cette instabilité, je voudrais dire aux téléspectateurs ici que l'exacerbation de ce conflit va entraîner une tentative de coup d'État. D'abord, avant cette tentative de coup d'État, il y a eu l'affaire... vous parlez du 6 avril 84 ? Avant le 6 avril même. Il y a d'ailleurs eu l'affaire du Centra, où M. Salatou et le commandant Ibrahim auraient souhaité que un certain, à l'époque, maréchal de logis, chef Onlong, tire sur le président. Je vous explique le conflit. D'accord. Et vous avez dit 30 il y a eu aussi... Nous avons d'autres rubriques. Je suis d'abord là pour leur présenter mon livre. Tout à fait. Et le contenu. Sinon, ils ne vont rien comprendre. Parce que les Camerounais sont comme ça. Ils n'achètent pas les livres, ils n'écoutent pas. Non, il y a des téléspectateurs qui demandent où on peut trouver le livre actuellement. Là. Ils sont en train de demander. On peut trouver le livre. Et à l'extrême nord, on demande aussi au nord. Oui, aussi, d'ailleurs, je crois que si Ala Diabo tient parole, je dois présenter, je devrais faire même la dédicace en Gaoundéré. Mais actuellement, vous trouvez le livre aux éditions... À la librairie des Peuples Noirs. Des Peuples Noirs. Alors, permettez-moi de vous expliquer quelque chose qui se trouve dans cet ouvrage. Mes chers téléspectateurs, comprenez que lorsque ça commence à barder, le président Biya a des preuves qu'il court le risque d'être assassiné. Les témoins sont là, Onlong et les autres. 2, la tentative est affirmée par M. Salatou, qui est condamné par accoutumance avec le commandant Ibrahim, qui vit encore. Et Senghor quoi comme témoin. Et je voudrais donc vous dire que ça a donc créé un désamour. Et Madame Ahidjo, et je vous dis alors là où la goutte d'eau a débordé le vase, c'est lorsque, au mois d'avril 1983, il y a le club Tiers-Monde où le président Paul Biya reçoit la presse internationale avec les Jacques Chancel. Et il y a cette question d'un journaliste qui s'appelle Jacques Chancel. Le numéro de Cameroun Tribune est là, dans l'ouvrage. Il ne me revient pas en tête, mais il est là. Je peux le donner à terme pour que les gens aillent voir les sources. Il lui pose la question, mais écoutez, monsieur le président, vous avez démissionné, mais vous gardez toujours la présidente de l'UNC. Et là où la goutte d'eau déborde le vase, c'est lorsque le président Ahidjo répond en disant, en tout état de cause, c'est le parti qui conduit et détermine la politique de la nation. D'accord. Donc vous voyez donc que ça a entraîné non seulement les effets de la première tentative d'assassinat, deuxièmement, les déclarations du président Ahidjo, troisièmement, Ahidjo n'a consulté personne pour passer le pouvoir à Biya, et quatrièmement, tentative de coup d'État
d'avril 84. C'est autant de Merci, choses, c'est autant de choses qui ont amené ce conflit. Alors je ne dis pas tout parce qu'il faut qu'on achète le livre. Tout à fait, on ne peut pas expliquer. Mais je vous donne quand même quelques chiffres. Oui, professeur, un dernier point, puisque nous finissons la première décennie, oui, 82-92. Oui, tout à fait. Pour vous montrer l'instabilité gouvernementale manifeste qui animait le système à cette époque. Le président Paul Biya, de 82 à 92, a effectué 15 remaniements ministériels, avec une moyenne d'un remaniement ministériel et demi par mois. Vous comprenez que la recherche de la consolidation du pouvoir de l'homme du renouveau était plus que jamais une préoccupation. Nous sommes en immersion dans la vie politique du chef de l'État et notamment concernant les activités et puis l'évolution du Cameroun avec ses dirigeants qui continuent, n'est-ce pas, de nous apporter cette gouvernance tant attendue. Alors, avant de continuer l'émission, nous allons accueillir Nadège Weguin qui a les questions des internautes. Oui, on reçoit le professeur Charlemagne Messanga Nyamding. Eh bien oui, les internautes veulent savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il nous propose avec cet ouvrage. Sans plus tarder, on va accueillir Nadège. Bonsoir, professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci surtout pour l'honneur que vous me faites en m'invitant ici ce soir. Comment vous allez? Ben, écoutez, je suis un globe-trotteur qui prend des coups, mais qui en donne aussi. Mais sauf que moi, je le fais à la régulière. Les autres donnent des coups de poing sous la ceinture. Vous voyez, par exemple, mon exclusion du comité central du RDPC. Ce n'était pas dans les règles de l'art. Mais je fais confiance au président de la République pour prendre acte de ce dont j'ai été victime. Comment s'annonce votre week-end? Alors, où est-ce que vous irez? Demain, je vais assister à un enterrement. J'ai perdu plus ou moins le parent d'une de nos étudiantes, d'ailleurs à qui je voudrais présenter. N'eût été cette émission, j'essaierai à la veiller. Et cette brillante diplomate que nous avons tenue à l'IRIC, Apollinie, a perdu son père. Et c'est une tradition chez nous, les Iriciens, généralement, les professeurs, même lorsqu'ils sont devenus des grands diplomates, des ambassadeurs et tout ce que nous connaissons, nous avons un réseau où lorsque nous sommes informés des deuils, nous allons immédiatement nous rendre sur ces lieux. D'ailleurs, vous voyez que je suis en noir, parce que tout à l'heure, nous étions à la levée. Et je continue à lui dire paix, que la terre de nos ancêtres soit légère à son papa. D'accord. Alors pour ça, dans cette rubrique, vous allez répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes. Oui, d'accord. Bien évidemment, apprécier certaines questions. Pas ni problème. Quand je dis pas ni problème, vous savez ce que ça veut dire? C'est le créole. Vous savez, j'ai vécu aux Antilles, j'ai des enfants aussi métissés, antillais, camerounais. Et quand je dis pas ni problème veut dire que pas de problème. D'accord, vous êtes d'accord. Je n'ai pas le choix. Je me plie toujours très humblement à la règle du jeu des médias qui nous invitent, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'honneur d'être dans cette grande chaîne de télévision. D'accord. Êtes-vous pour ou contre la célébration de la Journée internationale de la femme, 8 mars? Non, je pense que c'est une bonne chose. Parce que vous allez voir que si vous jetez un coup d'œil, oui, vous avez dit oui ou non. Oui, je suis pour la journée. Oui, parce que vous savez, j'ai dispensé longtemps en France un cours intitulé Histoire des idées politiques. Et les femmes n'avaient pas de droit. Vous savez, il y avait d'un côté ce qu'on appelle les monarchistes, ils étaient des absolutistes, et les femmes n'avaient pas de droit. Et je voudrais vous révéler quelque chose qui va peut-être choquer certaines femmes au Cameroun aussi. Ce n'est que depuis 2013 que, en France, l'État français et l'Assemblée suppriment la loi qui autorise les femmes à se vêtir du pantalon. Donc, ça veut dire que pour moi, les femmes, vraiment, c'est elles qui donnent la vie. Et vous voyez un peu ce qu'elles subissent ici. Je suis un homme politique. Si j'avais le pouvoir de décider ou d'influencer totalement la décision, 80% de mes ministres seraient des femmes. D'accord. Parce que pour moi, je crois beaucoup aux femmes et j'aime beaucoup les femmes. D'ailleurs, je voudrais vous dire que
je suis convaincu que si le Cameroun a politiquement pris quelque part beaucoup de retard, c'est parce que de plus en plus nous avons des hommes qui aiment le sexe à l'envers. Ils n'ont pas compris que les femmes sont agréables. J'adore les femmes, pas seulement parce qu'elles sont femmes. Comme aimer le sexe à l'envers, c'est-à-dire? Oui, mais vous avez des PD. Quand vous voyez ces femmes qui telles qu'elles sont faites, même spirituellement, nous ne sommes pas faits pour ça. Et l'un des problèmes du Cameroun, c'est cette dérive qu'on a tolérée. Même si vous voyez aujourd'hui ce Cameroun aller très mal, moi je suis de ceux qui pensent que, souvenez-vous à une époque, lorsque vous voyez un ministre, un DG, un professeur des universités, alors quand il sortait, on vous disait toujours que l'enfant que vous voyez dans tel quartier là, à Nouvelle, à Garoua, à Yabassi, à Obala, on vous disait que c'est l'enfant de tel ministre, c'est l'enfant de tel directeur. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce sont des jeunes garçons bien parfumés qui roulent en Prado, qui vivent dans des appartements meublés, qui montent et qui descendent. D'accord. Je crois que si nous voulons chercher, et je reste dans cette intime conviction, d'ailleurs vous allez voir que la plupart de ces hommes politiques qui portent des costumes, les cravates, ils n'osent même pas en parler. Quand vous en parlez, on vous traite de fou. Mais ils ne comprennent pas que la dérive de notre société, en termes de gouvernance, est venue du fait que, malheureusement, les hommes n'ont pas compris qu'on était aussi un homme parce qu'on n'était pas capable de poser certains actes. D'accord. Êtes-vous en bon terme avec le recteur de l'université de Gaoundéré? Oui, je sais que lorsque illégalement j'ai été envoyé là-bas, Madame le recteur, Oufé Tchindje, et puis vous voyez, le destin fait des choses. Oufé est une amie, hein. J'ai connu Oufé et son frère Eri Tchindje et toute la famille, nos familles sont amies il y a plus de 20 ans. Donc alors quand j'allais là-bas, c'est vrai que Oufé, pour des raisons politiques, a cru être obligé de venir me dire de ne pas être accueilli, alors que je n'avais rien demandé, rien préparé. Mais je continue à dire que tout compte fait, ce n'est pas moi qui ai demandé à 8000 personnes de venir m'accueillir. D'accord. Et je pense que mon frère et mon ami Jacques Famendongo, le ministre d'État, qui est d'abord un ami avant d'être ministre, parce que il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent que j'ai connu le ministre Famendongo avant qu'il ne soit ministre. On a fait beaucoup de choses et surtout c'est un grand biaïste. On a fait beaucoup de combats ensemble. Malheureusement, Oufé a paniqué. Je ne sais pas qui a dit à Madame le recteur et aux autorités que je voulais faire une révolution. Mais je puis aussi vous dire que si je n'avais pas été un légaliste, une personnalité attachée au chef de l'État, j'ai bien senti que certains voulaient récupérer cette affectation maladroite pour créer un soulèvement. Mais c'est moi personnellement. Je peux prendre à témoin le directeur du cabinet civil. Parce que j'ai eu en ce moment, c'est une exclusivité que je vous donne, j'ai eu le cabinet du chef de l'État. Et le président de la République croyait que Messanga est en train de préparer une grosse marche. Et je leur ai dit non, je suis biaïste. Je reste proche du président de la République. Et c'est moi, contre la volonté de beaucoup de jeunes, des vieux et des gens qui venaient de partout, qui demandaient non. Vraiment, si c'est moi que si vous voulez vous appuyer sur moi pour provoquer une révolte et une contestation, moi je suis légaliste, je ne suis pas là. Êtes-vous en bon thème avec le professeur Jacques Famendongo? Oui. Vous savez, Jacques Famendongo, c'est un légaliste. Et je peux aussi vous dire que c'est quelqu'un de très légaliste, même s'il est aussi très peureux. Parce que, vous savez, le président de la République a mis autour de lui des gens pondérés. Monsieur Famendongo, lorsqu'il est aux ordres, ne comptez pas sur lui. C'est un homme qui est très attaché à l'État. Mais je n'oublie pas les moments difficiles que nous avons passés. Vous savez, je n'ai que de bons souvenirs de lui. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour lui dire, mais Jaco, rappelle-toi, quand nous t'avons surnommé Attali, lors des années de Braise, 1990. D'ailleurs, dans le livre, je parle de certains intellectuels qui nous ont galvanisés. Famendongo était le capitaine d'une équipe qui disait oui à la révision constitutionnelle. C'est lui qui nous galvanisait. C'est un homme qui est très attaché au président. C'est un homme d'État qui a une vision, mais il y a ce qu'on appelle la raison d'État. Donc, je peux vous dire que malgré tout ce qu'il m'a infligé, illégalement, parce que vous voyez, j'ai quand même le courage de continuer à le lui dire, il le sait. C'est-à-dire, il sait, parce que c'est un éminent professeur, il sait que on ne peut pas
même si on ne peut pas affecter, on peut affecter un professeur dans une autre université. Je dis bien affecter. On peut vous donner une fonction de recteur, de vice-recteur, de doyen. Mais une fois qu'on vous limoge d'une fonction, vous revenez dans votre université d'origine. Et je sais pourquoi il a fait. Il n'avait pas de choix. Je continue à le dire. Famine Ndongo a été sous la contrainte du secrétaire général de la présidence. Il faut aussi que je le dise. Ce grand homme pour qui j'ai du respect, Famine Ndongo, et le SGPR, pour qui j'ai beaucoup de respect. Vous voyez, tout un SGPR, une grosse fonction. Il vient s'intéresser à une petite affaire dans une université. Il dit envoyez-le à Garoua. Mais c'était illégal. C'est pourquoi vous voyez dans mon livre là, l'une des préoccupations que j'ai menées, c'était une mobilisation 40 ans après. J'ai pris pour préface mémorielle l'instruction présidentielle numéro 2, où il recommande à ses ministres de gouverner conformément à la réglementation. Mais que vouliez-vous qu'un ministre comme Famine Ndongo fasse? Le LGPR, ce monsieur, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est une institution. Mais il faut aussi dire aux institutions qu'à un moment donné, ne dérapez pas. D'accord. Ils ont donc dérapé parce que, encore que je n'ai rien fait, ils ont cru pouvoir violer les textes de l'université en disant que, parce qu'il faut que les gens comprennent très bien, ce n'était pas une affectation. J'ai été limogé chef de département. Je l'ai accepté. C'est le pouvoir discrétionnaire de l'État. Mais ayant été recruté comme enseignant permanent à l'IRIC, le recteur Minkwa peut témoigner, et tous les recteurs qui nous écoutent, on ne peut pas dire à un enseignant, à partir du rang de chargé de cours, que désormais vous appartenez à une autre université. Donc j'ai été victime, moi, l'un des plus grands soutiens du président. Je vous montre dans quel état, jusqu'à quel point notre état est descendu bas, et jusqu'à quel point le président ne fait plus peur, et jusqu'à quel point il a été trahi. Permettez-moi, c'est très important, et je vous remercie, madame. J'étais à l'époque membre titulaire du comité central. Article 18, l'organe qui dirige le parti du président de la République est nommé par le chef de l'État. Ils ont dit on s'en fout de ça. Leur objectif était de me montrer que je ne suis rien. Bon, j'ai pleuré. Je suis parti. J'ai saisi la justice. J'ai gagné le procès. Donc je voudrais ici vous rappeler que le ministre n'y était pour rien. Bon alors, quand vous voyez un État, vous savez, un secrétaire général à la présidence, prenez le décret, vous qui nous écoutez aujourd'hui sur Internet ou sur vos écrans, tapez Google, vous prenez le décret 412 du 9 décembre 2011. C'est d'ailleurs pas le ministre d'État, le très respectable ministre d'État Ngongo qui l'a élaboré. Vous allez voir qu'après le président de la République, celui qui mène une action de contrôle, de coordination, et même de décision, et qui discrimine même les enquêtes de police et des renseignements généraux, c'est le secrétaire général de la présidence. Et permettez-moi, je ne peux pas m'amuser avec ce monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a tapé sur moi pour rien. Je suis son frère. Nous sommes tous les enfants de Paul Biya. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Je sais quand même que dans son cabinet, j'ai un très grand opposant là-bas qui m'a combattu à Paris. Je soupçonne beaucoup Ayem Mongé. Parce que lui, il était opposant, il était du Manidem à Strasbourg. Et je soupçonne que, ayant tellement dénoncé Ayem, j'ai l'impression que c'est Ayem qui a dû faire des mauvais rapports au secrétaire général, ministre d'État, contre moi, pour rien. Et induire à la fois et le secrétaire général en erreur, et le ministre d'État Famine Ndongo. Mais pour moi, c'est passé. D'accord. C'est pour vous dire tout simplement que, avec le ministre d'État Famine Ndongo, c'est mon père. Il m'a vu. C'est un de mes pères académiques. Professeur, pourquoi est-ce qu'on vous a exclu des rangs du RDPC? Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Oui, je vais vous dire pourquoi. Il faut que je vous le dise. Ceux qui nous écoutent et qui sont militants, prenez les articles 85 du règlement intérieur. Prenez les articles 87 du règlement intérieur, où le comité central peut s'auto-saisir pour exclure un membre. Prenez les articles 83, où le président national, quand il s'agit d'un membre du comité central, peut réunir 16 membres du comité central et s'ériger sous forme de conseil d'esprit. Tous ces textes ont été violés. Le seul article qui pouvait être activé,
Je vous montre jusqu'à quel point c'est de l'abus. C'est du n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. C'est même un manque de respect au parti et au président. Vos camarades du parti vous considèrent comme un traître. Que dites-vous à ce sujet? C'est eux qui sont des traîtres. Parce que j'ai un état de service que beaucoup de gens n'ont pas. Madame, c'est dommage parce que je n'ai pas pris devant moi ma carte du parti. J'ai un état de service. J'ai commencé secrétaire de cellule, président du comité de base, président, patron du parti à Paris, vice-président plusieurs fois, chargé de mission. J'ai été l'un des collaborateurs les plus prisés de 3 secrétaires généraux du comité central qui me donnaient les missions ad hoc. John Moelle vit encore. Quand il arrivait à Paris, j'étais le fidèle boy qui l'amenait chez les dirigeants français, chez Fabius et autres. Je peux vous prendre le cas de Charles Ndoumba, je faisais la même chose. Je peux vous prendre le cas du très respectable ministre Sadi, cet homme d'État qui nous a tous vus et qui est le seul, parmi tous ces secrétaires généraux, entre autres, à avoir redonné envie aux gens de faire la politique au RDPC. Je reviens donc. Le seul article qui pouvait être activé, les ministres fameux Ndongo, c'est un monsieur très brillant. Il le sait. On pouvait activer l'article 27. C'est-à-dire le président Paul Biya, lorsque il y a un blocage, le RDPC a 102 articles du règlement intérieur et 97 articles des textes de base. Personne ne peut les citer avec moi au bout des doigts. Je les connais de l'article 1, les 97 articles des textes de base et les 102 articles. Ils ont tout violé pour 3 raisons. Et je chute là-dessus. Première raison, ils m'ont accusé. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Il n'avait aucun argument contre moi. C'était des règlements de compte. Regardez des grands comme ça, une pauvre petite personne comme moi. Je n'avais que rang de sous-directeur, chef de département. Est-ce que normalement, ayant été en politique très jeune, c'est ce petit poste où vous voyez des grandes personnes avec des titres de ministre d'État qui viennent et m'écraser. Ils prennent des chars pour tuer une mouche, administrativement. C'est quoi? C'est la méchanceté. Bon, et à partir de là, premier reproche qu'on me fait, ils étaient 9. 9, hein? 9, un ancien premier ministre, Peter Mafadi Messonga, un ministre d'État, mon frère et mon ami Jacques Famendongo, mon propre cousin Don Soumet, dont à la mémoire courte. Il oublie ce que ma mère a eu à faire pour lui. Et ma famille. Non, je vous le dis, parce que c'est mon cousin. Je ne voudrais pas étaler nos problèmes de famille ici. Il sait dans quelles conditions mes oncles et mes autres parents ont fait pour qu'on le reconnaisse comme un Eton. D'accord. Parce que les gens disaient qu'il est né à Ayos. Je vais même vous dire quelque chose. Don Soumet, qui est mon cousin, et qui n'a pas eu le courage de dire aux gens qu'on ne peut pas tuer son cousin, il est là. Je ne sais pas si le père de Ndong, Papa Opono, qui était directeur de l'école de Lombone, il n'a même pas porté Ndong comme il m'a porté. Vous comprenez? Son père est un oncle qui m'a porté. On a pris Ndong, on a pris Madame Chacha qui est ministre, on a pris des anciens PCA et tout ce que je peux citer, Jean-Fabien Moncamp. C'était, je vous assure, la guillotine, comme lorsqu'on a guillotiné Louis XVI, pour 3 faux arguments. Premier reproche, ils disent que 1. J'ai soutenu la grève des enseignants OTS. Tout simplement parce que je suis venu dire à la télévision, je me souviens, il y a une radio que, pour ne pas la citer, c'était à Equinox. J'ai tout simplement dit que je soutenais et je comprenais la grève des enseignants. Il fallait que ces enseignants soient payés. Monsieur les enseignants, c'est à cause de vous. Premier motif de ce faux conseil de discipline à mon égard. Deuxième motif, ils ont dit que moi, dans une chaîne de télévision, j'ai demandé à l'armée de se soulever. J'ai demandé à mon frère et père, femme de Gaulle, toi tu le dis, Jacques? Je lui dis, montre une seule vidéo. Moi qui soutiens le régime, moi qui parle partout d'une armée qui est loyale, même dans mon livre. Lisez la structuration que je fais de l'armée. Je montre comment elle est une armée républicaine. Je me parle de l'école de guerre. J'ai moi-même enseigné à l'école de guerre à EIFOS. J'ai plein d'anciens colonels et d'officiers supérieurs, des étudiants à moi qui sont déployés partout dans la République. Ils peuvent témoigner de mon patriotisme. D'accord, professeur. Et puis le troisième motif, parce que le premier motif, je l'ai dit, c'était OTS. Et le deuxième motif, et puis il y avait oui, voilà. Le troisième motif,
Madame, je vous assure que si je n'étais pas courageux, je me serais suicidé. Le troisième faux motif de ceux qui voulaient me guillotiner, ils ont fait état de ce que j'ai traité certains membres du gouvernement de bandits en col blanc. On va y arriver, professeur. Écoutez, c'est important, madame. Vous m'avez demandé qu'on m'a exclu. Pourquoi? Je ne suis pas venu ici. J'ai d'ailleurs dit à mes camarades, à mes anciens camarades, moi j'aime le RDPC. Oui. Vous allez voir que je ne vais pas me comporter comme ces opposants du SDF qui vont traîner leurs leaders dans les tribunaux. Vous ne pouvez pas avoir été dans un parti que vous aimez idéologiquement. J'adore l'idéologie du parti. Je ne combattrai jamais les militants du RDPC. Je sais qu'il y a des gens très mauvais dedans. Et je continue à le dire, qui ont trahi le président. Justement, vous vous déclarez comme biaïste. Je suis biaïste. Pourquoi? Parce que c'est à partir du biaïsme que le président, le 4e congrès ordinaire de l'UNC met en place le RDPC. Je vous ai donné les 5 piliers de l'idéologie. Je vais vous dire quelque chose. J'adore l'idéologie du RDPC. Et d'ailleurs, j'ai vu un jour, j'étais opposé à un certain Guépi qui était au MRC. Et qui était dans le camp qui prétendait que Kamto avait gagné les élections. Alors, sur un plateau, il a parlé. Et quelqu'un a dit, voilà aussi un exclu. Et je voyais comment j'avais la chair de poule. Comme actuellement, j'ai la chair de poule quand je vois comment les Nietzsche même avait un parti. Les gens ne savent pas qu'avant de venir au SDF, Nietzsche avait son parti. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit que ouais. Donc ces gens qui ont été au MRC peuvent comme ça canarder Kamto, dire des méchancetés. Je ne dirai jamais de méchancetés. Le RDPC est dans mon cœur. D'accord, on m'a foutu dehors injustement. Alors le troisième motif était que moi j'ai traité les ministres de bandits en col blanc. Oui. Madame, si vous avez une mémoire politique, dites-moi, qui a donc traité, qui a qualifié certains ministres et dirigeants de bandits en col blanc? C'est le président. Donc vous voyez que ça prouve que le jour où Paul Biya ne sera plus aux affaires, ils vont le juger, ils vont le mettre en prison, ils vont l'attacher, ils vont le canarder. Parce qu'aujourd'hui, et vous aurez même des gens qui vont vous dire que si on ne disait pas telle ou telle chose, ce mauvais type-là nous aurait mis en prison. Parce que moi, en partie, ils m'ont exclu. Parce qu'ils disent que j'ai traité certaines personnalités en bandit en col blanc. Mais pour tuer son chien, et je chute là-dessus, je vous promets. La seule chose que je continue à vous dire, madame, je n'ai jamais insulté un membre du gouvernement. Vous les traitez de bandits à col blanc, professeur. Mais est-ce que je les cite alors? C'est le président. Moi, Pierre-Paul Biya est mon maître. Ce sont des bandits. Je vous confirme qu'il y a des grands bandits en col blanc. Est-ce que c'est une injure? Lorsque le président de la République, prenez les 4 derniers discours que vous trouvez dans mon ouvrage. 4. Les 4, c'est-à-dire le discours du 31 décembre 2019, 2020, 2021 et 2022. Et même 2023. Le président continue à dire que ceux qui ont porté atteinte à la fortune publique répondront de leurs actes. D'accord. Donc c'est pas moi. Donc ça veut dire que, devenant très nerveux, parce que j'ai parlé de bandits en col blanc, vous savez la sémiologie, la sémiotique, l'étude des signes. Cela signifie tout simplement que le jour où Paul Biya ne sera plus là, vous allez vous rappeler et vous vous souviendrez que ces gens-là vont le juger et diront que tous les actes de vol, de destruction de l'économie qui ont été initiés venaient des ordres du président. Professeur, le RDPC survivra à l'après-Biya? Difficilement. Difficilement. Ils sont en train de le tuer. C'est-à-dire qu'il peut survivre si le président Paul Biya le reprend encore à main. Mais regardez, il ne fout rien. Professeur, regardez, je vous dis qu'il ne fout rien. Vous savez, si vous prenez le bilan de ce parti que j'aime, je ne vous le cache pas, je ne sais pas comment, je tremble à l'idée de penser que je peux battre campagne un jour contre le RDPC et qui porte l'idéologie de mon maître politique. Vous comprenez? Je ne suis pas capable d'aller ailleurs. Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. 15 leaders de partis politiques légalisés sont venus, m'ont confié des mouvements. Je vous cite une personnalité politique que vous connaissez. Allez demander à M. Nkoumvondo
s'il n'a pas tenu un bureau politique à l'effet de me donner comme président le parti Univers. J'ai dit en coup à deux que, vraiment en coup, idéologiquement, je suis professeur de sciences politiques. La politique se fait en termes d'idéaux. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'un parti politique? C'est un rassemblement de personnes ayant pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. En termes idéologiques, comment... Toi, tu as eu à condamner le président. Univers a eu à dire que Biya est mauvais, le régime est... Alors, comment on va voir cela? Donc, vous voyez qu'au mieux des choses, peut-être, je continue à observer, parce que mon regard est tourné vers une scène politique nationale que j'anime bien dans le mouvement des biaïstes, mais il y a quand même le secret espoir, peut-être, à court ou à long terme, de ne pas mourir. Et ne pas mourir signifie que, je dois le dire à vos téléspectateurs aujourd'hui, c'est peut-être transformer le mouvement national des biaïstes à une véritable force politique. D'accord. Et peut-être rêver en disant que si nous le faisons, nous sommes tellement attachés au président de la République. Est-ce que si nous nous engageons à mettre en place un grand mouvement politique, est-ce que le président Paul Biya accepterait bien être notre président d'honneur? Parce qu'en réalité, tous ces gens-là, tous ne s'accrochent que sur la chemise et le maillot de Paul Biya. Paul Biya va à gauche, ils sont là. Paul Biya va, il dit qu'il il met un certain président, ils sont là. D'accord, professeur. Vous regardez les discours. Donc je continue à penser que ces gens-là ne peuvent pas créer des partis politiques. Ils attendent que Biya ne soit plus là. Mais je voudrais donc, dans ces réflexions, il faut être courageux, il faut attendre. Et puis, le moment venu, je continue à croire que le président avisera. Mais pour l'instant, je me sens très bien au mouvement national des biaïstes. D'accord. Et je continue à faire preuve de fidélité. Pour preuve, regardez cet ouvrage. D'accord, professeur. Où je parle de ce grand homme, 40 ans après, qu'est Paul Biya, mais qui a connu, malgré tout, des hauts et des bas. Professeur, Franck Biya, potentiel candidat à la tête du Cameroun? Bon, alors vous voyez que c'est un débat complexe pour deux raisons. Franck Biya est le fils du président. Et je m'en tiens à l'idée du chef de l'État. Souvenez-vous, il a dit deux choses. Premièrement, je voudrais être l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. Oui. Avec votre confrère, monsieur, je crois, Lig Youssé, à France 24, il a dit « Je ne peux pas désigner de successeur ». Mais Franck est un compatriote comme tout le monde. D'ailleurs, je continue dans la mathématique politique que je mène. D'ailleurs, si vous voyez la 4e de couverture de mon ouvrage, je précise que une vraisemblable candidature de Franck Biya peut neutraliser les traîtres. Parce que regardez, lorsque vous êtes un homme comme Sanga Nyamdou, qui n'est pas un fils du président, et qui n'est qu'un fils spirituel, vous me permettez de boire une petite bouteille, un peu d'eau. Voilà. Franck peut bouleverser le jeu politique. Pourquoi? Parce que la présidence de la République repose sur deux piliers, le secrétariat général et le cabinet civil. Et d'un côté, il y a les ministres. Le président a deux types de collaborateurs. Un, les membres du gouvernement. Et deux, les militants, les cadres du parti. J'en étais un, en tant que membre du comité central. D'accord, professeur. Or, aujourd'hui, suivez bien. Je vous donne une grande équation. Vous savez que moi, je n'ai pas de réserve quand je suis devant le peuple. La télévision est un pouvoir. Bon, j'avance en vous disant que si Franck se présente, ça va neutraliser tous ceux qui ont, ça dit, c'est médiocre, qui écrase chaque fois quelqu'un qui veut lever la tête pour parler au nom de l'avenir du Cameroun. Est-ce qu'on peut envoyer Franck Biya à Tcholéré, à Garoua, qui peut toucher au fils du président? C'est pourquoi je pense que pour nous les biaïstes, d'ailleurs vous avez vu comment l'opposition est paniquée quand on parle de Franck. Je pense que une vraisemblable candidature de Franck Biya neutralise les absolutistes, c'est-à-dire les tyrans qui sont dans l'administration et qui tapent sur tous ceux qui bougent lorsqu'ils se rendent compte que vous voulez faire changer les choses au compte du président. Donc je pense que ça peut stabiliser les choses. Si vous étiez demandé de choisir un poste ministériel, lequel choisirez-vous? Moi,
si on me demandait d'être ministre, mais je n'ai pas le choix, est-ce qu'on a le droit de choisir? Bien sûr. Mais je continue à penser que l'un des plus gros postes de service qui existe au Cameroun, je l'ai vu avec Martine Aubry en France. J'ai vu comment ils ont changé les choses. Je l'ai vu avec Philippe Séguin. Je vous assure, les gens ont tendance à banaliser ce ministère parce qu'on va vous dire qu'il n'y a pas de l'argent là-bas. Mais le premier ministère qui serait bien d'avoir un homme qui maîtrise l'idéologie, quelqu'un qui peut jouer à la sœur Teresa et quelqu'un qui peut jouer le rôle de l'abbé Pierre, c'est un grand ministère du travail et des affaires sociales. D'accord. C'est-à-dire c'est un ministère de sacrifice. Vous aurez affaire aux handicapés comme moi, qu'on banalise, parce que vous savez que j'ai eu cet accident oculaire il y a 8 ans. Et quand vous voyez que la condition sociale des handicapés, mais personne ne les pense. Vous savez, j'ai causé avec l'ambassadeur des États-Unis qui m'a dit un jour, si nous aux États-Unis, nous avions un malvoyant comme vous, qui a un talent politique, à l'université, je suis au top. Je rivalise de très loin, je bats beaucoup de collègues en matière de publication et de maîtrise des enseignements et de recherche. Mais regardez ce qu'ils font à un handicapé. Donc c'est la presse camerounaise. Permettez-moi de finir, parce qu'un grand ministère du travail et des affaires sociales peut transformer le Cameroun. Vous voyez que je ne suis même pas gourmand. J'aurais pu vous dire que je vais être ministre des Finances. Je vais être ministre. Mais en réalité, être ministre, c'est un destin. Je continue à dire que ce qu'il faut aux Camerounais, soit vous mettez un grand ministère du travail, des affaires sociales et de la jeunesse, soit vous mettez en place un grand ministère de la promotion, de lutte contre la corruption, et puis il y a un troisième ministère qui serait aussi peut-être bien pour un homme comme moi, c'est le ministre de la Justice. D'accord. Pourquoi? Parce que le ministre de la Justice, je vais mettre sérieusement les bandits en prison. Je ne vais pas hésiter. Je vais libérer les magistrats. Et je vais continuer. Je serai un chasseur de baleines. Et puis, un quatrième ministère qui peut aussi être bien pour moi. Mais les gens ne le savent pas. Un grand ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et de la réforme de l'État. D'accord, vous comprenez? Donc, vous voyez que, en fait, vous voyez que j'ai fui tous les ministères où il y a de l'argent. Et puis, je peux ajouter un cinquième ministère. Finalement, vous allez me dire que je veux... C'est la presse camerounaise. Le contrôle supérieur de l'État. C'est un gros ministère aussi où on peut faire beaucoup de choses. En fait, c'est pour m'amuser. Mais en réalité, je voudrais vous dire que tous les ministères sont importants pourvu que ceux qui les animent soient sérieux. Une dernière question. Qu'attendez-vous du chef de l'État, Paul Biya? Qu'il chasse les bandits. Qu'il règle des problèmes. Vous savez que parfois... Nous disons, mais le père attend beaucoup. Le père attend beaucoup. Mais quand il pose des actes, nous disons bravo. Regardez l'affaire Martinez. Mais il y a des gens vraiment à foutre dehors. Regardez les exacerbations de la peur, de la terreur. La terreur règne actuellement dans l'administration. Mais regardez, je vais vous dire quelque chose, madame. Permettez-moi de vous dire que, vous savez, en politique, lorsque vous avez des hommes actifs, des hommes fidèles, imprégnés d'un loyalisme inattaquable. Mais on ne peut pas voir tout ce qu'on voit là. Les affaires de l'autoroute Douala-Yaoundé, comme a dit la présidente de l'Assemblée, la doyenne. Et les affaires de la Cannes, mais les bandits sont là. Les affaires de la Covid-Gate. Mais c'est la République des scandales. Donc je pense que si moi, ne serait-ce que si je n'étais que conseiller, un petit conseiller du président de la République, et puis à côté, vous voulez la vraie fonction que j'aurais voulu avoir, j'ai rêvé tant, mais je sais que je ne l'aurai pas. C'est secrétaire général du parti. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que le ministre d'un côté sache qu'il a eu un réflexe. Parce que je n'ai pas été réservé. Moi, je n'ai pas caché aux gens que là où je pouvais mieux servir le président, ce n'était pas être ministre. C'était être... C'est-à-dire que je vous avoue que j'aurais bien voulu un jour peut-être succéder à Jean Côté. Pourquoi? Parce que c'est à travers le parti qu'on véhicule la rigueur et la moralisation. Le parti est mort. Le parti investit n'importe qui. Et le parti est le premier instrument pour être député. Il fallait payer. Pour être sénateur, il fallait payer. Regardez une ville comme Yaoundé, bon, comme c'est le Sénat. Je ne voudrais pas vous dire que je suis choqué
lorsque je vois ce qui se passe à Garoua, avec des gens comme les Fadil qui vont dire, des Bayrofa qui vont dire n'importe quoi et qui sont en train de tuer le RDPC. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe ici au centre. Avec un type comme Boyo Massala. Regardez le nombre de militants du parti que je connais dans le Grand Bam. C'est Boyo Mokon investi sénateur. Regardez, donc je suis en train de vous dire que ça va mal. D'accord, professeur. Merci d'avoir répondu. Et je peux vous dire que c'est pourquoi mes frères m'ont exclu. Et je termine en vous disant que ce qui est marrant, c'est que lorsque vous êtes les enfants d'un même père et d'une même mère, lorsque le père vous chasse, et c'est là où vous allez voir la méchanceté de certains militants, de certains rares militants, parce que la masse me soutient. Ils sont contents. Tu n'as plus le droit de parler du RDPC. Tu es exclu. Oui, votre père chasse, a dit que dans une maison. J'ai vu que parfois, lorsque je donne une fessée à une de mes filles ou à un de mes enfants, tous les frères sont tristes. Mais comme on m'a chassé illégalement, vous avez des gens qui disent que il n'a plus le droit de parler, il n'est plus dans le parti. Oui, je vous montre un peu l'état d'esprit de mesquinerie et de destruction qui règne autour du président de la République. Merci, professeur, pour tous ces éclairages. Dans ce livre-là, pour vous montrer tout ça, pour vous dire que malheureusement, on n'a pas des gens sérieux. Alors, nous sommes de retour avec le professeur Charlemagne Messanganyamdjin qui n'arrête pas, n'est-ce pas, de nous donner quelques éclaircies, notamment concernant son ouvrage et puis concernant son parcours politique. Et puis, quelque part aussi, il nous parle aussi de ses frustrations, notamment dans le RDPC, où il a officié, n'est-ce pas, au comité central du RDPC. Alors, on va revenir à l'ouvrage. Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier. Alors, avant d'en arriver à la succession et peut-être à la lutte contre la corruption. Parlez-nous un peu de ce terme indépendantiste. À quoi est-ce qu'il revient? C'est une personnalité qui, vous savez, est libre d'esprit. L'indépendantisme ici et l'indépendantiste n'est plus lié à la libération des territoires qui vont accéder à l'indépendance. Il a mené une politique d'ouverture avec la France, les États-Unis, l'Angleterre. Vous avez vu récemment, lorsqu'il a reçu le président Macron, il n'a pas renié les accords qui existent entre le Cameroun et la Russie, entre le Cameroun et la Chine. Donc c'est ça l'indépendantiste. Aussi, je pense que l'indépendantiste, et je termine sur ce point, c'est celui qui sait prendre des initiatives. Regardez l'opération Épervier, avec tout ce qu'il y a eu comme arrestation. Qui l'aurait cru que lorsque vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, alors vous avez vu que le président est un homme qui a des principes, et ce sont ces principes qui font de lui d'abord un homme libre. Et je fais donc le bilan. Première décennie, 82-92, 15 remaniements. C'est la liberté d'un homme. Deuxième décennie, 92-2002, il opère 11 remaniements ministériels. Troisième décennie, 2002-2012, il opère 7 remaniements ministériels. C'est un homme libre. Tout à fait. Et puis, dernière décennie, 2012-2022, vous savez combien de remaniements il a eu à faire? 2 remaniements seulement. En 2015, en 2019. C'est ça aussi l'homme libre et le manœuvrier. Alors, franchement, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Paul Biya peut-il encore apporter quelque chose aux Camerounais? Il a atteint son objectif. Je crois que le plus grand objectif du président Paul Biya, c'était d'opérer une mutation entre, ça il faut le dire, un État monolithique, un État pluraliste. Et je crois que le deuxième objectif du président Paul Biya était de réconcilier les Camerounais. Quand vous voyez ce qui se passe à l'extrême nord, quand vous voyez ce qui se passe au Nozo. Et je crois que l'une des plus fortes réconciliations, c'était aussi d'être apaisé lui-même dans ses relations avec l'ex-président Ahidjo. Vous savez, concernant le retour du corps d'Ahidjo, je suis de ceux qui pensent que ce corps doit rentrer. Mais je suis aussi aligné dans la position du président qui dit que c'est la famille qui doit le faire. J'ai saisi d'ailleurs cette opportunité pour adresser mes condoléances à la famille Ahidjo, qui a perdu l'aîné des filles d'Amadou Ahidjo, Babette Ahidjo, parce que le président Ahidjo a laissé 4 enfants, Babadjika, qui travaille d'ailleurs avec le président comme ambassadeur itinérant, et puis il y a Babette qui est décédée, il y a Issatou, il y a Aminatou qui est PCA du Palais des Congrès. Et je voudrais vous dire ici que lorsque vous voyez les actes que le président a posés à l'égard des enfants du président Ahidjo, en faisant du fils Ahidjo
ambassadeur itinérant. Et en amenant Aminatou Aïdjo, qui est ma camarade de classe au lycée Leclerc, on a fait 6e 4, 5e 4, etc. Je voudrais ici vous dire que c'est un acte de réconciliation. Et je pense qu'il ne faut pas banaliser cela. Aujourd'hui, il y a 3 enfants du président Aïdjo qui sont vivants. Je crois qu'il faut que ces enfants prennent leurs responsabilités pour que le corps du père Aïdjo et madame Aïdjo, l'ex-première dame, soit rapatrié, comme l'a dit le président. Il suffit que Babadika, le fils, l'unique fils du président Aïdjo, qui a d'ailleurs pour épouse la fille de Moussa Eya, aujourd'hui Aïssatou, qui est pratiquement celle aujourd'hui au Sénégal, et Aminatou se met d'accord, je crois que le corps va rentrer, et Paul Biya achèvera sur ce point sa réconciliation avec le président Aïdjo. Alors, faisons un petit contour, notamment concernant l'opposition. Alors, vous évoquez également l'avènement du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, au sein de l'opposition. Soutenez-vous encore que le président Maurice Kamto doit être pris au sérieux pour l'élection présidentielle 2025? Oui. Les gens se trompent et disent ce qu'ils veulent. Le ministre Kamto a mené une mobilisation très forte. Et je continue à dire que lorsque vous observez ce qui se passe, il y a un basculement naturel qui est en train de nous faire perdre le pouvoir et la crédibilité. Je vous dis, regardez l'affaire Martinez-Zogo. Je constate qu'il y a des médias, je ne voudrais pas les citer ici, et des influenceurs qui étaient pour le ministre Kamto. Aujourd'hui, pendant que les 2 principaux camps, du moins tendance au RDPC, parce que pour moi, autour du président Paul Biya, il y a 2 types de biaïstes. Il y a les créatures, ceux qui peuvent tuer le père, et pensent qu'il faut tuer leur frère, et tout le monde autour, pour renverser le président Paul Biya, quitte à coopérer avec ceux qui ne sont même pas pour le président. Et il y a le deuxième camp, celui que je dirige, le biaïsme des disciples. C'est-à-dire ceux qui estiment que, même si nous n'avons pas des avantages, on peut accompagner le président jusqu'au bout. Mais ces gens ne voient pas qu'ils sont en train de tuer ce rêve qui consistait à croire que c'est seulement au sein du RDPC que l'alternance peut venir. Je continue à croire qu'aujourd'hui, l'homme politique qui a été peut-être trop individualiste et qui commet l'une des plus grandes erreurs historiques, parce qu'il n'est pas allé aux élections législatives, et M. Pas, c'est Maurice Kamto. Mais sur ce plateau, en tant qu'homme politique, je voudrais dire à ceux qui, peut-être par omission, ou par oubli, ou parce qu'ils sont tellement gourmands qu'ils pensent qu'ils sont déjà à côté du pouvoir, que ces gens fassent très attention. Parce que pour peu que le grand groupe du Nord, parce que je continue à dire que ceux qui tiennent la décision de la mutation et de l'élection du président Paul Biya, et qui le feront encore demain, c'est le Grand Nord. Donc ça veut dire que pour peu que Kamto se réconcilie avec eux, ou accepte de jouer le jeu d'un candidat du Nord, le RDPC et Paul Biya, même si Paul Biya est en jeu, perdons le pouvoir. Donc aujourd'hui, il faut que je lui dise, en tant que politologue, tout ce que je suis en train de voir là, et les assassinats, et les combines pour qu'on assassine, et les combines pour qu'on arrête, je voudrais dire à mes amis biaïstes que nous sommes en train de perdre le pouvoir. Et vous accentuez cette perte de pouvoir. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vos petits amis qui sont dans les réseaux francs-maçons, rosicruciens, PD et tout ça, vous faites leur promotion dans l'administration. Mais vous ne réalisez pas que dans le jeu politique, c'est la mobilisation populaire qui compte. Regardez les gens que vous donnez des postes parfois de directeurs, de conseillers techniques, d'inspecteurs de CI, de DG. Donnez-leur ces postes. Mais quand les élections vont arriver, que ces gens pèsent dans leur village. Donc je pense que au seul prix du sacrifice, je vous dis avec autorité, en tant qu'homme politique accompli, ressaisissez-vous. Parce qu'en réalité, que ce soit les biaïstes des créatures ou les biaïstes des disciples, parce que je coordonne le biaïsme des disciples, je voudrais vous dire que Paul Biya, notre maître, n'a pas besoin de toutes ces querelles. Nous pouvions éviter toute cette tracasserie à un père qui a 90 ans et qui n'aspirait qu'à nous préparer à prendre le relais. Donc tout ce que vous initiez, et mettre les gens en prison, et provoquer les assassinats, et voler de l'argent, vous êtes en train de nous tuer. Je suis bien conscient. En demeurant biaïste, moi je suis prêt. Si vous contribuez à ce que nous tous ici,
tous ici qui soutenons Paul Biya, on aille au garage, même jusqu'au dernier jour, même quand nous serons dans les cellules, même lorsqu'on va nous balayer, je vous dirai dans la petite cellule ou lorsqu'on sera hors jeu que ouais, mon frère, tu vois, regardez ce que vous avez donc fait. C'est vous qui occupez les postes de pouvoir et de décision. Vous n'avez pas mis à profit ces postes pour vos frères. Vous étiez plutôt très content et vous vous êtes mis à applaudir quand on vous a foutu dehors. Mais en attendant, ouvrez les yeux parce que le MRC arrive, c'est un ouragan. C'est un grand gyrophare qui est en train de mobiliser. Et il suffit que, les anglophones s'entendent avec Kamto. Ou alors Kamto s'entende avec les anglophones. 2, les nordistes s'entendent avec Kamto. Ou Kamto s'entende avec le nord pour que vous ne pèsiez plus. Pour preuve, aux dernières élections présidentielles, 7 régions ont donné à peine 24% au président. Vous le savez, madame? 24%. C'est le Nord qui a donné 47%. Alors vous luttez pour le pouvoir, vous luttez pour la nourriture, vous attaquez les nordistes, vous attaquez les anglophones, vous attaquez... Ouvrez les yeux. C'est moi, je suis un fils Betty. Oui. Vous, mes oncles, vous ne comprenez pas que nous devons nous ressaisir. Au-delà de Betty, je suis un fils Sawa. Je vous dis, ouvrez les yeux parce que avec le vol, la méchanceté, la lutte de pouvoir que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de discréditer Paul Biya et par conséquent le Cameroun avec des scandales. Réveillez-vous parce que ce que je suis en train de vous dire, nous, biaïstes, et Paul Biya sont en train de perdre le pouvoir. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de la succession, notamment du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et puis des stratégies qu'il aurait implémentées, notamment concernant cette éventuelle succession. Vous savez, moi j'ai écouté le président Paul Biya, j'ai eu des larmes aux yeux. Vous avez vu quand il parlait au président Macron, il y a une femme journaliste qui lui a rappelé ça. Et je me souviens, Paul Biya, que moi j'aime beaucoup. Moi je vais pas, j'ai dit que si j'ai échoué, je vais partir avec lui. Mais c'est au quartier que je dirai à mes frères, je vous avais dit. Comme certains se battent aujourd'hui en prison. Vous savez, des gens ont eu des gros postes, ils n'ont rien fait avec cela. Et je continue à penser que nous devons nous réconcilier. Nous devons nous pardonner, nous les biaïstes. Tous ceux qui ont soutenu le président, même si nous n'avons pas géré, retrouvons-nous, pardonnons-nous, regardons le président et posons-nous la question de savoir qu'est-ce que nous deviendrons si Paul Biya perd le pouvoir. 80% de nos frères, nos frères biaïstes qui occupaient les fonctions de ministre d'État, de ministre de ci, vous irez en prison. Parce que pour l'instant, parce que nous avons les affaires en main, nous étouffons les choses. Mais dites-vous bien que... Mais regardez ce qui s'est passé au Ghana, en Centrafrique, avec Bokassa, etc. Moi, je suis quelqu'un qui vous adore. Mais je suis lucide. Parce que je vous dis, mais regardez même les relations entre le président Biya et Joe. Qui parlent, citez-moi, hormis des ministres comme Bello Bouba Magari, les Yann Philemon, qui ont résisté, citez-moi un seul ministre dans le grand centre sud, ou zone anglophone et est, qui a été ministre Souaïdjo, qui est encore là. Au moins, ceux d'Aïdjo ont le mérite parce qu'ils ont pris leur retraite humblement dans leur village. Mais vous, c'est la prison. Parce qu'il y a des scandales. Alors, comment on peut vous éviter un mauvais destin? Tous ces petits gars des réseaux que vous nommez DG, vous nommez dans les ministères, vous nommez chef de service, ils ne vous serviront à rien. Pourquoi? Pour une seule raison. Ils diront que nous n'étions pas avec eux. Nous étions des professeurs, nous étions des médecins, nous étions ci et ça, et nous méritions aussi d'avoir ces postes. Ils vont vous renier. Mais utilisez ceux qui, comme nous, biaïstes, je parle aux deux tendances. Les biaïstes des créatures et les biaïstes des disciples. Réconcilions-nous. Pardonnons-nous. Parce qu'actuellement, à 80%, nous sommes tous aux portes de Konengue. Voyez, moi, je n'ai pas volé. Mais je suis conscient que si vous allez en prison, nous allons souffrir. Parce que, prenez un cas. Je ne suis pas content de voir un type comme Atanga Mabara en prison. Je ne suis pas content de voir un monsieur comme le ministre d'État Marafa ou Olangena en prison. Ou encore un Mbembo. Et vous l'évoquez même dans le livre, vous l'évoquez. Je l'évoquais, ouais. je l'évoque. Oui, j'explique en fait ce que j'appelle l'ivresse du pouvoir. Oui. Ils sont fous. Mais regardez aujourd'hui,
Il y a quelques images qui défilent sur Internet. Regardez des grands-papas, des hauts responsables ministres d'État. Ils se regardent comme ça, comme des hiboux. Mais c'était triste. Quand on a ouvert la session, aujourd'hui, moi j'ai des mauvaises, mais écoutez, regardez ces commentaires. Ils ne se parlent pas, ils ne se saluent pas. Parce que certains, vous savez, chez nous, les Sawa, je suis quand même un Sawa. Ça, il faut que je le dise, Yabassi. Vous êtes un Camerounais de toute façon. Non, c'est important parce que je vais vous citer un adage. Allez-y. Il y a un adage chez nous parce que la mère à mon père est Douala. Et je voudrais, et le père à mon père est Yabassi. Il y a un proverbe chez mes grands-parents Douala qui dit que Ndongo et Buki Wanga. Ndongo et Buki Wanga veut dire que telles que les choses sont parties, Ndongo c'est le piment. On dit qu'il a dépassé le sel. Ça veut dire qu'à un moment donné, ressaisissons-nous, parlons-nous, soutenons-nous. Ce n'est qu'à ce prix que demain, nous pourrons faire face aux opposants qui... Tout à fait. Alors, on va prendre quelques réactions déjà. Sont prêts aussi à prendre... Voilà. La campagne électorale en vue des sénatoriales en cours vient sceller votre exclusion RDPC, puisque pour la première fois depuis une vingtaine d'années... Depuis 35 ans. Voilà. Vous n'êtes associé à aucun niveau de la préparation d'une élection dans le RDPC dont vous étiez membre titulaire au comité central. En 2013, déjà, vous avez été accusé d'avoir manœuvré pour l'élection de Maboula Mbouya à la mairie de Yabassi sous la bannière de l'UFP d'Olivier Billet. Est-ce que vous avez encore une base électorale aujourd'hui à Yabassi, au-delà d'en être le chef traditionnel urbain? Je soutiens mon frère Dikabo. Le maire de Yabassi et Bamirabo, c'est que c'est à 80% grâce à moi qu'il est maire. Il ne le cache à personne. Mon frère Dikabo, ils savent que je soutiens. D'ailleurs, je suis très fâché une fois de plus, mais je ne peux rien parce que je suis désarmé, mes frères Yabassi. Parce que ceux dont certains ont initié dans l'investiture des listes du littoral, moi je ne suis pas content en tant que biaïste. Le littoral a 4 départements. Lorsque nous faisons la répartition dans les listes, je suis très fâché contre Dinbel et certaines personnes dans le classement des listes. Je vais vous dire pourquoi. 1. On prend un candidat du Mungo, du Vouri, ça doit être Dinbel. 2. On peut prendre le candidat du Mungo. 3. Parce qu'ils estiment que nous, les Yabassi, nous ne sommes rien. On prend le candidat de la Sanaga maritime. Madame, celle qui a été investie, la femme de celui que nous on appelle le duc de Ngompem. Mais 4, vous prenez le candidat d'une CAM. Moi, j'ai vu ça. Nous allons nous battre parce que je demande à tous ceux qui croient au biaïsme. Je vous ai dit que même si je suis dehors, l'enfant qu'on a chassé demande qu'on soutienne les listes du RDPC. Comment on peut donc, dans cette répartition administrative, on a le Vouri, on a le Nkam, on a la Sanaga maritime et on a le Mungo. Le candidat du Cabo Dunkam, je vous montre jusqu'à quel point certains méprisent les Nkamois. C'est lui qu'on met 7e nom. Voilà. Mettez d'abord, vous ne connaissez pas la politique. La politique voudrait que, comme on a 4 départements, tout à fait. On prend d'abord les 4 premiers noms, sont les gars des 4 départements. Ensuite, donc, comme on donne beaucoup au Vouri, le Vouri que vous ne contrôlez même pas, parce qu'il faut vous dire que 80% de l'électorat du Vouri est de l'opposition. C'est la force du littoral. C'est la Sanaga maritime, le Nkam et le Mungo. Le Vouri vient en dernier parce que vous ne contrôlez rien dans le Vouri. Heureusement qu'on a une personnalité comme Laurent Esso, qui est crédible et qui remonte parfois les choses. Donc quand vous faites vos listes, monsieur le secrétaire général du comité central, commencez par dire que on mette les 4 noms des ressortissants des départements. Mais autant que faire, je demande à tous ceux qui sont des biaïstes dans le littoral de soutenir ces listes parce que je vous ai dit que je ne suis pas capable de cracher
dans l'assiette où j'ai mangé. Alors, on va prendre notre réaction. Quand on voit comment certains chefs d'État comme le feu guide libyen, Muammar Kadhafi ou encore Laurent Koudou Gbagbo ne tarissaient point d'éloges en qualité de grand panafricain à l'égard du chef de l'État camerounais, en plus du fait que c'est un discours qui est fortement porté à l'intérieur du Cameroun, tant par les hommes que par les médias, peut-on dire que le chef de l'État camerounais serait un panafricaniste? Le président Biya lisait cet ouvrage. Il a créé le Conseil de paix et de sécurité en Afrique. Et je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Dans mon livre, je crois que c'est la page 317. 2 chefs d'État ont posé des actes sur le plan des relations internationales de panafricanistes dans l'histoire de l'Afrique. Du point de vue diplomatique. 1. Il y a eu le projet de Kwame Nkrumah, Africa Most United. Je vous assure, regardez bien ce que je vous dis. Ça a mobilisé tout le monde et à ce jour, parce que les Africains refusent de s'unir. L'Europe a la CECA. Aujourd'hui, avec le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, ils ont la monnaie unique et un seul parlement. Mais le président Paul Biya a posé un acte panafricaniste immortel. La conférence Africa 21 de Yaoundé, qui posait aux yeux du monde et de la diplomatie internationale la question de la place de l'Afrique à la gouvernance internationale. Je vous assure que j'ai des amis et camarades de classe qui sont chargés de missions à l'Élysée, à Matignon, qui occupent de grands postes. Monsieur Sarkozy nous a suivis. Le monde nous a suivis. Le tiers-monde, les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique ont suivi. Aujourd'hui, la question de la réforme de l'Organisation des Nations Unies, avec une place pour l'Afrique, parmi les 5 membres permanents, se pose. Qui a porté ce projet panafricaniste au sein des Nations Unies pour dire que nous devons être à la gouvernance internationale? Mais c'est le président Biya. Mais malheureusement, regardez tout ce qui l'entoure, parfois au palais, au ministère des Relations extérieures, même une école comme l'IRIC. J'ai demandé aux gens, vulgarisons cette position du Cameroun. D'ailleurs, je vous fais une révélation. Le prochain ouvrage que je suis en train de faire, je crois que je suis à la 216e page, je suis en train de montrer, mon ouvrage est intitulé, il sort avant la fin de l'année encore, la contribution de la diplomatie camerounaise à la réforme de l'Organisation des Nations Unies. C'est Paul Biya. C'est un panafricaniste. D'accord. Alors, on va prendre cette autre réaction. Bonsoir à vous sur le studio. Un bonsoir particulier au professeur Messanga Nyamding. Je profite de l'actualité pour amener le professeur à nous expliquer le rapport que le président de la République a eu avec les questions mémorielles en 40 ans de pouvoir. Entre autres, l'intégration nationale est un axe important pour le renouveau. Celle-ci n'est possible que s'il existe une prise de conscience d'une communauté mémorielle. Le président a-t-il réalisé un compromis mémoriel? Par ailleurs, quelle est votre position sur le débat en rapport avec la commission mémoire du Cameroun dont les responsables et les membres sont connus? On trouve des têtes fortes comme celle du professeur Koufane Jean. D'abord, il y a une querelle entre les professeurs Koufane, 2 amis, et le professeur Aboua, qui est un débat sauvage et ridicule. Mais pour ma part, je vous donne ma position. Elle doit être claire en tant que spécialiste en relations internationales. Je pense que nous ne devons rien attendre de ce que j'appelle la déclassification des archives avec cette commission mémoire pour écrire notre histoire. Vous savez, moi j'ai lu des personnes comme Cheikh Anta Diop, j'ai lu Jean-Marc Kela, j'ai lu Césaire, j'ai lu Mongo Betty, j'ai lu les plus grands nationalistes. Je suis allé chercher même dans l'organisation de l'Afrique en Égypte. Vous savez ce que j'ai découvert? Ces archives sont parfois truffées de fausseté. J'ai été consultant. Lorsque, de 1997 à 2001, j'ai été affecté par la France à l'Université des Antilles et la Guyane. Avec Madame Toubira Delanon, nous étions dans une commission mémoire concernant le 150e de l'abolition de l'esclavage. Vous savez ce que nous avons découvert? Les archives des Blancs nous faisaient croire, tenus par des colons qui ont vendu les nègres, qui ont mis en place l'économie des plantations, qui ont détruit la mémoire des Noirs. Dans leurs archives, vous savez ce qu'ils ont mis? Ce sont les rois nègres qui vendaient leurs frères. D'accord. À l'effet d'obtenir de l'argent. Quand on leur a demandé, lisez Cheikh Anta Diop et le congrès du Caire. Tout à fait. Je termine en une seconde, c'est très important. D'accord, merci. Et vous allez voir que tous nos professeurs d'histoire, ces gars qu'on forme à l'école normale, ces gars qu'on forme dans les universités africaines, ils disent tous à nos enfants que
Les rois nègres ont vendu leurs frères. À la fin, quand on leur a demandé qu'est-ce que ces rois obtenaient après avoir vendu leurs frères, parce qu'il y a aujourd'hui Bimbia, il y a Gorée, il y a tous ces centres où on vendait les noirs, où on nous a massacrés. On s'est rendu compte que dans nos livres, madame, je parle en tant qu'intellectuel et chercheur, ils vous disent que les rois nègres recevaient le sel, la pacotille, les étoffes. Alors vous voyez donc que la mémoire que vous voyez là, voilà, cette affaire de mémoire, ça va nous apporter quoi? Quand vous avez lu, et puis quand vous voyez des personnes comme Cheikh Anta Diop, est-il historien? Est-il physicien? Quand vous prenez une personnalité comme quand vous prenez même mon livre ici. Tout à fait, votre livre. Cet ouvrage, Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier. 40 ans d'architecture complexe, de compromis communautaire. C'est histoire ou c'est science politique? Donc que les Africains, parce que nous avons des chercheurs paresseux, regroupons nos matériaux, lisons les Dikakwa et les autres, les Cheikh Anta Diop, les Kizerbo, à partir de ces éléments d'archéologie, avec des sources que nous pouvons retrouver ici et là, nous n'avons pas besoin de cette déclassification pour mettre en place la mémoire. Parce que dedans, vous allez toujours retrouver des mensonges. On ne vous dira jamais le nombre de Camerounais qu'on a tués, comme on ne vous dira jamais le nombre de Noirs déportés dans les Amériques et qui ont servi à l'industrialisation. Ça, c'est l'histoire de l'Afrique. On reçoit le professeur Charlemagne Messanga Nyamdjin qui est venu nous présenter son ouvrage Paul Biya et ses 40 ans d'architecture de compromis communautaire complexe à la tête de l'État du Cameroun de 82 à 2022. On a donc 40 ans du chef de l'État. Ce livre est justement disponible à la librairie des peuples noirs à Yaoundé, à la montée SNI. Voilà, vous appelez le professeur Messanga Nyamdjin. Merci d'être passé chez nous. Merci, madame. Oui, nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. En vous disant que ce livre, c'est les 40 ans du bilan. Je suis curieux de voir celui qui va aussi écrire la critique est bien pour qu'on échange à l'effet de voir peut-être ce que j'ai omis de dire ici. Mais je pense que, fier de moi, et tant qu'on ne vous tue pas, vous êtes encore capable de produire des choses. C'était la dernière phrase. Et ce livre-ci, pour moi, professeur. Le temps nous est imparti. C'est 40 ans de bilan. D'accord, merci. Et tout s'y trouve, et l'opposition, et les villes mortes, et les mutations démocratiques. J'ai quand même le modeste honneur de vous dire que professeur. C'est un instrument au service de l'Afrique. Merci de nous avoir suivi. Le livre est disponible à la librairie des peuples noirs et bientôt il sera disponible dans la ville de Gaoundéré. On espère que l'émission vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine et surtout portez-vous bien et surtout soyez sages.